Bonsoir, merci à tous d'être présents encore une fois. Ça nous fait plaisir de voir une salle comble aujourd'hui. Merci également à nos deux invités d'être présents. On va maintenant passer à un débat sur la gauche et sa capacité à redevenir populaire. On va développer un petit peu ce que ça signifie ensuite. Et pour commencer, j'aimerais présenter rapidement Chantal Mouffe, qui est philosophe et professeur au département des sciences politiques et relations internationales de l'Université de Westminster, en Angleterre. Et vous dirigez le Centre pour l'étude de la démocratie. Vous avez beaucoup travaillé sur le concept de démocratie radicale, en opposant notamment au consensus de la tradition libérale la persistance d'antagonismes profonds au sein de la société. C'était l'objet de votre livre avec Ernesto Lacotlo en 1985, Hégémonie et stratégie socialiste. Vous avez notamment discuté la manière dont se construisaient les sujets politiques en sortant d'une vision essentialiste associée à une classe pour proposer d'autres manières justement de concevoir les identités. Vous avez ensuite étendu ce cadre conceptuel et établi avec Ernesto Lacotlo en interrogeant dans l'illusion du consensus, en 2005, puis traduit en français en 2006, la mutation du... 2016, pardon, pas 2006, oui. La mutation du Parti travailliste, avec la troisième voie blairiste notamment, en caractérisant ainsi la naissance d'une post-politique néolibérale dans laquelle le consensus économique se traduit par un dépassement des partis de gauche et de droite et neutralise toute forme de discussion et justement de remise en cause de cet ordre. Vous y avez ensuite opposé un populisme de gauche, pour un populisme de gauche en 2018, qui repose sur la construction d'une frontière politique permettant de rompre avec cette hégémonie libérale et ce consensus mou. François Ruffin, vous êtes donc député réélu, félicitations, dans la première circonscription de la Somme. Vous êtes également fondateur et rédacteur en chef de Fakir et documentariste. Vous êtes engagé depuis plus de 20 ans contre les délocalisations qui ont notamment touché la Picardie. Et vous réalisez en 2015 Merci Patron, dans lequel vous mettez en lumière les conséquences d'une délocalisation opérée par le groupe LVMH. Et vous êtes parvenu à piéger Bernard Arnault. C'est quand même un exploit. Avec ce premier film, vous obtenez le César du meilleur film documentaire en 2017, et également un espionnage pendant 3 ans mené par l'ancien patron du renseignement intérieur Bernard Squarcini, pour le compte du groupe LVMH. Vous êtes d'ailleurs toujours en procédure judiciaire contre le groupe qui a réussi à éviter tout procès et toute reconnaissance de culpabilité en versant une amende de 10 millions d'euros. Et en 2017, vous êtes élu député donc, dans la première circonscription de la Somme, où le Rassemblement national était arrivé en tête lors de l'élection présidentielle. Présent au sein du mouvement des Gilets jaunes, vous co-réalisez à ce sujet avec Gilles Perret un second documentaire intitulé « Je veux du soleil ». Et depuis, vous n'avez cessé de vous engager contre les délocalisations, mais aussi sur d'autres sujets, tels que le burn-out, la revalorisation des auxiliaires de vie et plus généralement l'ensemble des métiers du lien. De ces combats, vous tirez plusieurs ouvrages, dont le dernier intitulé « Les liens sinon rien », mais également un nouveau documentaire « Debout les femmes ». Pour commencer ce débat, j'aimerais avec vous revenir un petit peu sur la séquence politique présente, qui a quand même marqué un véritable bouleversement. L'Union de la gauche s'est mise d'accord sur un programme de rupture avec le néolibéralisme, ce qui ne s'était pas vu depuis presque 30 ans, et a réussi donc à faire élire un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale. Mais c'est également une séquence un petit peu particulière, parce qu'on voit l'entrée du Rassemblement national au sein du Parlement, avec un groupe très important. Et donc j'aimerais pour commencer vous interroger Chantal Mouffe pour comprendre comment vous analysez cette stratégie d'union d'un point de vue populiste. D'abord, bon, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Plus près. Je suis ravie d'avoir encore l'occasion. D'accord, bon. Merci de l'invitation. Je suis vraiment ravie d'avoir encore l'occasion de discuter avec François Ruffin. On a déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois. D'ailleurs, il y a une chose que on va voir si on continue à mettre sur la même ligne. Mais il m'avait dit une fois, François, au fond, toi, tu fais la théorie et moi, je fais la pratique, hein, du populisme de gauche. Non, comme pas l'inverse. Oui, en fait, toi, tu m'as dit que je faisais la théorie. Et d'ailleurs, on avait eu une discussion là-dessus, on avait une discussion lors d'une université de l'été de la France insoumise à Marseille, qui s'appelait « Théorie et pratique du populisme de gauche ». Bon, enfin, je crois que moi, si je sens que j'ai un véritable allié pour
défendre le populisme de gauche, c'est François. Donc là, on a vraiment un point commun. Alors, on va peut-être voir qu'on a certains désaccords, on verra ça. Bon, mais enfin, la question, je crois, c'est est-ce que, au fond, c'est ça que vous nous demandez, est-ce que la campagne de les filles, c'est une campagne populiste de gauche, parce qu'il y a eu toute une série de discussions. Mélenchon a abandonné, il est revenu. Bon, alors je crois que pour répondre à cette question, il faut d'abord un peu dire qu'est-ce que nous on entend comme populisme de gauche, hein? Parce que c'est vrai que même le terme populisme, ça ne veut rien dire d'une certaine façon. C'est devenu une synecdoque pour tout ce que les gens détestent, trouvent horrible. Ah, ça c'est populiste. Bon, donc j'espère, en tout cas j'imagine que parmi ceux qui sont ici dans la salle, il y en a pas trop qui sont sur cette position. Mais enfin, il est important de dire ce que moi, en tout cas, j'entends par populisme de gauche. D'abord, le populisme de gauche, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un régime, c'est-à-dire un mouvement. Il ne s'agit pas d'établir un régime populiste, je ne crois pas que ça existe, pas régime populiste. C'est une stratégie politique, le populisme de gauche, de construction de la frontière politique, c'est-à-dire une frontière qui soit établie entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. On peut dire ça, les dominants et le dominé, le peuple et l'establishment, enfin bon. Donc ici, j'insiste sur ce point-là parce qu'en fait, c'est une conception qui s'inscrit dans une certaine conception de la politique que j'appelle dissociative, c'est-à-dire la société est divisée, il y a des antagonismes et on a fait une fois justement François m'avait fait une interview pour Fakir en disant la politique c'est du conflit. Bon, et c'est certain, il n'y a pas de politique sans conflit. Donc là-dessus, on est d'accord. Donc, si vous voulez, la conception populiste s'inscrit nécessairement dans une idée de la politique comme conflit. C'est pourquoi, en fait, c'est tellement différent de la position libérale. Et moi, je crois que ça explique un peu pourquoi on a tendance, parmi les libéraux, de dire « Ah, mais les populistes, ils sont contre la démocratie. Ils mettent en danger la démocratie. » Parce qu'évidemment, les libéraux consistent à dire que non, il faut s'entendre, il faut se mettre d'accord, et ils nient l'existence d'antagonisme. Hein, c'est ça qui est important. Alors, si on défend justement une conception qui dit non, il y a de l'antagonisme, automatiquement, on est présenté comme étant un danger pour la démocratie. Bon, ça, c'est important de reconnaître ça. Alors, donc, le premier point, la société est divisée, il y a des antagonismes. Et l'autre point, alors pour moi c'est important, c'est un peu ce que j'ai développé dans mon moment, c'est comment est-ce que se construit justement ce nous et ce eux, hein? Et il y a plusieurs manières de construire le nous et le eux, c'est ce qui va expliquer la différence entre le populisme de droite et le populisme de gauche, parce que je voudrais insister aussi ici sur le fait que quand on parle du peuple, on parle d'une catégorie politique, hein. Ce n'est pas un référent empirique, ce n'est pas un concept sociologique, c'est un nous qui est toujours construit politiquement. Alors, justement, la différence va consister à qui va faire partie du nous. Alors, nous, dans le livre, avec Ernesto Laclau, Hégémonie et stratégie socialiste, on parle de l'établissement d'une chaîne d'équivalence. Donc, un nous, c'est toujours construit par une chaîne d'équivalence entre une série de demandes démocratiques. Hein. Donc, le nous met ensemble toute une série de demandes qui sont assez hétérogènes, mais enfin, on va créer, et c'est ça, je crois, à mon avis, on y reviendra d'ailleurs, il faut trouver la façon de créer des affects communs entre ce nous, pour qu'on crée véritablement un mouvement. Et là, j'insisterai justement dans un instant par la suite sur que ça requiert une certaine conception de la politique qui n'est pas une conception rationaliste, qui reconnaît le rôle des affects en politique, hein, reconnaît le fait comment se constituent des identifications politiques. Et je crois que malheureusement, là, la gauche a un véritable problème, parce que la gauche est, à mon avis, beaucoup trop rationaliste. La gauche croit que, ce qu'il faut faire, c'est donner des arguments, mobiliser les passions. Ça, non, nous, on ne fait pas ça. C'est les fachos, c'est la droite qui fait ça. Bon, alors évidemment, on leur laisse le terrain libre, hein, on ne s'engage pas. Donc, le populisme de gauche, non, il faut établir une chaîne d'équivalence entre une série de demandes démocratiques. Et ça doit se faire autour de la cristallisation d'affects communs. Moi, ce que j'appelle dans mon jargon un signifiant hégémonique. Alors, un dernier point par rapport à
ce que j'entends par populisme, c'est une stratégie que j'appelle de réformisme radical. Une fois, François a dit une fois, mais au fond, c'est la même chose que Jaurès parlait de réformisme révolutionnaire. Ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une stratégie de transformation vraiment des rapports de pouvoir, mais qui se fait sur le mode pas d'une révolution bolchevique. On va s'engager dans les institutions, on va essayer d'arriver au pouvoir par les moyens démocratiques, mais avec l'intention de transformer la société, de mettre en place, par exemple, ce que André Gorz, c'est une expression que j'aime bien, il disait il faut faire des réformes non réformistes. Hein, faire des réformes, mais des réformes dont l'objectif est de transformer les rapports de pouvoir. Bon, c'est ça le populisme de gauche. Alors la question, est-ce que lors des dernières élections, la stratégie de LFI, enfin bon, l'Union populaire, était une stratégie populiste? Oui, selon moi, c'était tout à fait une stratégie populiste parce qu'ils établissaient une frontière clairement contre le néolibéralisme, et ils essayaient d'articuler toute une série de demandes différentes. Et là, par exemple, j'ai trouvé qu'une nouveauté de cette campagne, qui à mon avis est très positive, c'est la création de l'Union populaire. Hein, parce que, évidemment, le populisme de gauche, c'est toujours l'articulation de ce que j'appelle le vertical et l'horizontal, c'est-à-dire les mouvements sociaux et la partie plus politique traditionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a d'ailleurs toujours encore un manque par rapport aux mouvements sociaux. Et aussi, ben ça on va en venir plus tard, il y a aussi ceux qui manquent. Hein. Là, je suis tout à fait d'accord avec François que bon, cette campagne n'avait pas encore réussi tout de même à ramener. Tout de même, on a récupéré les quartiers populaires, mais enfin, il y a encore ceux qui manquent. Donc ça, on en parlera par la suite. Alors, il y a une question ici, c'est la dernière. Alors, mais la NUPES. Bon, parce qu'il y en a qui ont dit, même ceux qui acceptaient que c'était une stratégie populiste durant la campagne, oui, mais maintenant c'est plus populiste, parce que le populisme n'implique pas de faire des alliances. Donc, dans la mesure où il y a une stratégie de NUPES, on dit alors il a abandonné la stratégie populiste. Non. Moi, je ne crois pas, parce qu'en fait, une stratégie populiste n'implique pas qu'on ne va pas faire des alliances avec d'autres mouvements. D'ailleurs, ici, il est très clair que cette alliance s'est faite sur la base de l'hégémonie de la France insoumise. Ça, c'est évident. Et justement, il y a pas mal de gens qui critiquent ça pour ça. Mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est très bien, parce qu'il y a eu une base d'accord, l'avenir en commun, ils se sont mis d'accord, mais c'est pas une stratégie de rassemblement de la gauche, hein, parce que le rassemblement de la gauche, en fait, ça consisterait à dire, il y a chaque parti avec son programme, tout ça vient, et on va se dire, non, il y a eu tout de même un pas plus en avant, parce que cette NUPES s'est fait sous hégémonie de LFI. Alors, combien de temps ça va durer? Alors là, je ne suis pas sûre. Hein. Là, franchement, j'ai certains doutes parce qu'on voit déjà, je crois qu'il y a parmi les partis qui se sont, disons, réunis, il y a bien entendu des gens qui l'ont fait avec enthousiasme et en y croyant. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait parce que pour eux, c'était une question de survie. Hein. Je veux dire, il est évident que si les écologistes, si les socialistes étaient allés tout seuls, ils n'auraient pas... Alors, il y a un aspect un peu instrumental pour certains dans ça, mais donc on ne sait pas comment ça peut évoluer. Il y a déjà malheureusement des signes qui, à mon avis, sont plutôt préoccupants du côté de certains côtés. Mais enfin, bon, de toute façon, ici, la réponse à la question, oui, c'était... Moi, je dirais, et on va voir ce que François en pense, que la stratégie de LFI, du Parlement populaire, c'est une stratégie populiste de gauche. Et que le fait d'avoir créé la NUPES n'est pas en contradiction avec une stratégie populiste de gauche. Et donc justement, François Ruffin, vous avez depuis plusieurs années défendu cette stratégie d'union avec Picardie debout en 2017. Comment est-ce que vous analysez dans cette perspective la NUP? Et est-ce que vous considérez également qu'il y a quelque chose de populiste dans cette union de la gauche? Bon, d'abord, moi, je voudrais, dans la lignée de Chantal Mouffe, je voudrais rendre hommage au travail de Jean-Luc Mélenchon sur un cycle long.
c'est-à-dire depuis 2009, sur 13 années, on pourrait aujourd'hui être avec une inexistence de la gauche dans le pays. Elle pourrait être enterrée, éparpillée façon puzzle. Et je pense que dans la durée, il a contribué à remettre la gauche sur ses deux jambes, je dis toujours une rouge, une verte, et à la mettre en mouvement. Et là, à la rassembler, qui permet d'être au seuil du deuxième tour à la présidentielle. Maintenant, c'est vrai que je vous dis d'où je parle, moi. Je parle du Front de la Somme. C'est-à-dire que dimanche soir, j'ai 8 circonscriptions sur 17 en Picardie qui passent au Rassemblement national. Il y avait 13 duels avec le Rassemblement national au deuxième tour, rien que sur la Picardie. Le Pas-de-Calais, au-dessus, terre ouvrière, terre rouge, hein, c'est 6 circonscriptions sur 12. Et il y en a 6 qui sont passés aussi dans le nord. Enfin, bref. Et je regarde le pays pour donner ce qui se passe au sud. Il y a la circonscription de Jean Jaurès qui tombe au Rassemblement national. Et moi, ce qui m'alerte le plus, parce que je ne peux pas dire que j'en étais surpris, malheureusement, à la fois compte tenu du fait que ça fait 20 ans que les Le Pen font des bons scores à la présidentielle dans mon coin, presque la surprise, c'était comment ça se fait qu'on a réussi à ne pas craquer ce front-là sur tout ce temps-là. Et compte tenu des résultats de la présidentielle, alors ma circonscription est emblématique pour moi des résultats obtenus par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, c'est-à-dire qu'à Amiens, la métropole, il fait plus de 30%, il est en tête, il fait 60% dans les quartiers populaires d'Amiens, mais quand on va à Flixecourt, dans le Val-de-Nièvre, il fait 15%. Et Marine Le Pen est très 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 loin devant, elle est à 45%. Pour dire que c'est pas une fatalité, j'inverse la donne pour la législative, puisque je fais 65% au deuxième tour de la présidentielle, de la législative, pardon, là où Marine Le Pen faisait 65% au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais, oui, si vous voulez. Donc, je viens pour ne pas essentialiser les gens qui vivent dans ces coins-là en disant c'est foutu, c'est terminé, l'histoire est morte. Et d'ailleurs, à propos de la circonscription de Jean Jaurès, Carmaux, qui est plus dans la première circonscription du Tarn, est resté NUP. Donc l'histoire n'est pas terminée, la bataille est en cours. Et moi, je viens vous chercher. Je viens vous chercher dans l'endroit le plus improbable. C'est-à-dire que je considère que, voilà, là, pour l'instant, c'est comme si le fait que la circo de Jean Jaurès bascule à l'extrême droite, ça ne produisait pas un électrochoc dans la gauche. Comme si c'était, bon, finalement, dans l'ordre des choses, et ainsi de suite, une installation dans le paysage. Et moi, je dis, je viens vous chercher dans l'endroit le plus improbable, parce que Paris est l'endroit le plus improbable. S'il n'y a pas de réaction, pour moi, à cette situation, c'est parce que les états-majors sont largement parisiens et franciliens, à un endroit où le Front National, enfin le Rassemblement maintenant, est hyper minoritaire. Donc le danger apparaît lointain, et il n'y a pas cette contagion, il n'y a pas ce contact permanent. Donc, et je dis que je viens vous chercher parce que cette bataille-là, que je considère comme étant une bataille prioritaire pour la gauche dans les années à venir, parce que là, le total des voix de gauche, j'ai le graphique, là, je ne sais pas si vous le connaissez, ce graphique-là. Hop, hop, hop. Ça, c'est les résultats de la gauche aux différentes élections législatives. Donc là, on est à 28,8%, on fait 1,3% de mieux qu'en 2017, mais enfin, même dans les élections qu'on perdait avant, on faisait 35%, 37%, 37%, 43%, et ainsi de suite. Alors on peut dire que c'était pas la même gauche, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, sur quelle est la gauche qui l'emportait. Mais pour devenir, moi je considère que j'en fais une priorité, ça fait 23 ans que je me bagarre sur ce terrain-là. Je me souviens, il y a 20 ans, en 2002, lors de l'élection du passage de Le Pen au deuxième tour, juste avant, le soir, je n'ai pas été surpris par le résultat. Et je me souviens avoir tracté une raiderie avec des gens, il y avait déjà Whirlpool, c'était le lave-linge à l'époque qui s'était barré, et des gens qui me disaient « T'inquiète pas mon coco, on va faire passer Jean-Marie ». Donc, je sais où je me bagarre et je sais où je me bagarre depuis 20 ans. Mais on peut pas... Il s'agit, moi, de trouver, pas tout seul, je pense qu'il y a plein d'élus, y compris dans le groupe parlementaire de la France Insoumise, qui viennent de régions qui aujourd'hui sont en alerte, même s'ils sont passés, qui sont en alerte parce qu'ils voient bien que moi, chez moi, quand même, la candidate Rassemblement National dans ma circonscription, elle bouge pas un orteil. Elle balance un tract, on croirait qu'il a été mis en page sous Word parce qu'elle a toujours pas InDesign, mais elle l'a pas, quoi. Et elle fait 40%. Voilà comment ça se passe. Donc, et je sais que cette bataille-là, elle doit être menée aussi depuis Paris. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir intellectuel, le pouvoir médiatique est concentré dans la capitale.
Et une capitale où aujourd'hui les questions de délocalisation, d'éloignement de la République par le numérique, enfin toutes ces questions-là se posent avec un certain éloignement parce qu'il n'y a pas une porosité directe. Et pourtant, il y a la nécessité qu'à l'intérieur de Paris même, il y ait une conscience de ce qui se produit dans le pays. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, sur ce que dit Chantal, bon, l'Union populaire, moi, je veux dire, c'est une bonne chose, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai dit, l'Union populaire, pour l'instant, elle est réalisée à demi. Dans la durée, je sais qu'on a affronté à gauche un double divorce. Je vous dis quel est le bloc historique dont on a besoin, et pour moi, depuis des années, c'est le premier divorce est entre les classes intermédiaires et les classes populaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport à la mondialisation qui est complètement différent. Dans les années 80, donc au premier tour enfin, la présidentielle de 1981, 74% des ouvriers votent pour François Mitterrand et très très majoritairement les profs votent, donc on a les prolos et les profs, les deux votent pour François Mitterrand. Arrive la mondialisation qui trace comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. Quadruplement en quelques années du taux de chômage chez les ouvriers non qualifiés. Tandis que dans les professions intermédiaires, grosso modo, ça stagne. La même chose sur le produit, sur les salaires. Et donc ça veut dire qu'il y en a certains qui sont heurtés de plein fouet par cette mondialisation. Chez moi, dans le textile, en 1975, c'est le sommet du textile. Jamais on n'a produit autant. 1985, c'est fini, il n'y a presque plus rien. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a signé les accords multifibres. Tout le monde se fait dézinguer. La métallurgie va suivre. Donc on a des ouvriers qui se sont pris cette mondialisation droit dans la gueule avec une absence de réaction du corps politique. Pourquoi? Parce que le corps politique, il n'est pas tellement chez les ouvriers, leurs familles n'ont pas tellement à subir ça, voire pas du tout. Bon, c'est ce que je fais à la tribune de l'Assemblée nationale en disant, écoutez, moi je suis d'accord pour regarder s'il n'y a pas plus compétitif comme député en Pologne, hein, on gagnera des sous, bon voilà. Et on ne comprend pas l'installation du Rassemblement national dans un coin comme le mien. Je ne veux pas généraliser. Parce qu'il y a des votes Front National, c'est évident. Mais je pense qu'Armeau pourrait y être passé aussi, c'est-à-dire terre ouvrière, terre rouge de tradition. On ne comprend pas l'installation du Rassemblement national, la réponse offerte par les ouvriers, très massivement, c'est 45% d'après un sondage là, si on ne voit pas que le premier parti qui s'est aligné sur la demande populaire de protection, ça a été le Rassemblement national. Pendant que, d'accord, l'histoire économique, je pense que je suis l'un des meilleurs archéologues du programme économique du Front National. Je suis allé à la Bibliothèque nationale de France pour aller choper les premiers tracts 1974 et tout ça de Jean-Marie Le Pen. Donc l'histoire économique du Front National est simple. Et ce sont des ultra-libéraux dans les années 80. Ils ouvrent leur meeting avec la 9e symphonie de Beethoven, à savoir l'hymne européen. Et ils se disent pauvres actionnaires, ils sont Reagan, ils sont Thatcher. La chute, pourquoi? Parce qu'ils considèrent l'Europe comme étant un rempart contre le bolchevisme. Voilà, c'est comme ça. Le mur de Berlin tombe, et à ce moment-là, il y a un basculement du programme économique du Front National qui se met à être en faveur du protectionnisme tous azimuts, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre les personnes et les marchandises. Mais et donc avec une logique aussi industrielle, ce qui veut dire que dès les années 90, ils sont alignés sur une demande de protection populaire. Et là, dans ces années-là, on a la gauche, qui n'est pas notre gauche, mais la gauche de Jacques Delors, qui était président de la Commission européenne, qui signe l'acte unique européen, le traité de Maastricht, les élargissements et compagnie, et son fils spirituel Pascal Lamy, qui dirige l'Organisation mondiale du commerce, où on a le droit, après les accords du GATT tous azimuts, à le libre-échange comme norme. Donc ça, c'est une gauche. Mais je veux dire la vérité. La vérité, c'est que même notre gauche, la gauche de gauche, quel est son discours à ce moment-là? C'est de passer d'un premier réflexe antimondialiste à un réflexe altermondialiste. Un autre monde est possible. Et ça, un autre monde est possible, ça n'est pas audible chez les ouvriers. C'est-à-dire, très bien, c'est une belle perspective pour les décennies à venir qu'on va avoir un monde harmonieux où les peuples s'entendront entre eux, très bien, mais aujourd'hui on se prend des coups de poing dans la gueule tous les jours. Comment vous répondez? Vous nous répondez en nous disant que dans des décennies, ça sera l'harmonie. C'est pas à la hauteur. Donc, il n'y a pas eu de réponse, ni dans une gauche, ni dans une autre, à la demande populaire de protection. Si on ne part pas de cette base-là, on ne comprend pas ce qui se passe dans le pays, dans des coins comme le mien.
Dans le Pas-de-Calais, pareil. Voilà. Ça ne veut pas dire, évidemment, je suis partisan du protectionnisme. Je suis partisan de la régulation du libre-échange par tous les moyens possibles, quotas d'importation, taxes aux frontières, barrières douanières. Mais la réalité, peut-être qu'on y viendra sur les solutions ensuite, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même en proposant ça, on n'obtiendra pas les classes populaires avec nous. Parce que ça ne leur paraît pas réaliste, aujourd'hui, de dire qu'on leur a tellement promis qu'elles ne croiront pas, et puis même l'industrie est presque un souvenir pour une part des gens dans des coins comme le nôtre. Donc c'est pas, je suis partisan du protectionnisme, mais je pense que ça ne suffira pas de dire que nous sommes partisans du protectionnisme, de la régulation du libre-échange. Moi, je pense que nous sommes prêts à sortir de traités de l'Organisation mondiale du commerce, et ainsi de suite. C'est pas ça qui va ramener les gens à nous. Mais moi, je veux juste, dans la séquence là, que j'ouvre, je veux juste qu'il y ait un moment la question du diagnostic qui soit posée. Est-ce que, oui ou non, on a un souci dans ces bourgs populaires, dans cette France des Gilets jaunes, dans ces France périphériques, qu'on appelle ça comme on veut. Il ne s'agit pas... Moi, je ne suis plus à l'heure de la sémantique. Hein. Je suis fort à la mot, et un certain nombre de personnes dans des circonscriptions sont comme ça. C'est fort à la mot. Les métropoles, elles vont tenir. Il n'y a pas de problème. Mais l'installation dans les campagnes, les bourgs, et ainsi de suite, c'est maintenant. On a encore des points d'appui. Est-ce que les bastions que nous sommes, ce sont des bastions de reconquête, ou alors est-ce qu'on nous laisse tout seuls dans nos forts, avec, au fond, pas les armes. Les armes, c'est-à-dire le discours adéquat, nationalement, pour reconquérir. Parce qu'on ne peut pas avoir un discours local qui, plus ou moins, essaye d'être en adéquation avec un certain nombre d'attentes, si le discours qui est porté nationalement, et de la manière la plus visible, ne répond pas à ces attentes populaires. Et donc voilà, moi, je souhaite simplement que dans la gauche, aujourd'hui, s'ouvre de manière urgente une étape de diagnostic. Est-ce que, parce que pour moi c'est un devoir moral, je veux dire, ce sont des gens de chez moi que j'aime, et je pense que l'amour fait beaucoup aussi au fait que je sois réélu. Tu parlais d'affect. Je pense que dans une élection, il y a une part d'amour. Bon. Donc c'est un devoir moral de ne pas abandonner des gens qui se sont déjà fait frapper par la mondialisation et qu'on a laissé se faire frapper. Mais il y a un devoir électoral pour moi aussi. C'est-à-dire que si demain, on prétend être majoritaire, non pas seulement passer le cap du premier tour, mais gagner le deuxième tour, c'est la question de ceux qui manquent, mais évidemment, pour moi, c'est très très massivement là que ça se passe, en plus dans des coins comme le mien, qui ont été à gauche. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour rebondir sur cette question de ceux qui manquent, j'aimerais vous interroger, Chantal Mouffe, est-ce que vous partagez ce diagnostic, à savoir qu'il faudrait revoir un petit peu les priorités au niveau national et peut-être hiérarchiser les demandes et articuler différemment un petit peu ce qui s'est fait jusqu'à maintenant pour, de fait, récupérer ceux qui manquent et au moins, en tout cas, leur parler. Oui. Bon, d'abord, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que François a dit jusqu'à maintenant. Moi, je traite une petite chose. Enfin, c'est vrai, le moment crucial, ça a été la mondialisation néolibérale, hein, parce que ça a créé justement la différence entre ceux qui en ont souffert et ceux qui ont gagné. Hein. Et à mon avis, si on pense politiquement, le grand problème, parce que, bon, au fond, le phénomène que François analyse, c'est que finalement, aussi l'évolution du Parti socialiste. Hein. Le Parti socialiste s'est complètement accepté la globalisation néolibérale. Alors, automatiquement, évidemment, il ne pouvait pas avoir un discours pour les classes populaires, parce que ceux justement qui étaient les plus affectés, il fallait mettre en question la globalisation néolibérale, et ils ne l'ont pas fait, donc ils ont perdu les classes populaires. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et bon, d'ailleurs, on le voit très bien, il y a des analyses. Moi, par exemple, je ne sais pas ce que François en pense, mais je trouve que le livre de Didier Ribon, Retour à Reims, est vraiment intéressant, parce qu'il montre justement, il parle de ces mêmes gens. Quand sa famille, tous les amis étaient des communistes, 20 ans après, ils votent tous pour le Front National. Hein. Je veux dire, non, là on est vraiment d'accord là-dessus. Alors la question, justement,
Alors là, j'ajouterai ici, parce que la question c'était aussi par rapport à ce que, et ça François n'y a pas répondu, mais ça m'intéresserait, est-ce que la stratégie de la dernière élection était populiste? Bon, comme je vous ai dit, moi je trouve aussi, mais je trouve que, bon, une stratégie populiste, elle doit aussi justement inclure ce qui manque. Parce que c'est peut-être un peu provocateur ce que je vais dire ici, mais au point où on en est, moi je me souviens, lorsqu'il y a eu les premiers résultats, il y a eu des gens qui commençaient, mais au fond, ce qu'ils ont mis en place, c'est la stratégie Terra Nova. Alors ma réaction a été, non, c'est pas possible. Mais après, en examinant la chose objectivement, c'est vrai, évidemment, la France insoumise ne voulait pas mettre ça, mais en pratique, ce qui est arrivé, c'est exactement ce que Terra Nova proposait. Hein. Il y a eu justement une union. Bon, ils ont récupéré, ils ont gagné les quartiers populaires, mais bon, Terra Nova, il y a plus de 10 ans, disait non, mais les quartiers populaires, c'est foutu, et c'est pour Marine Le Pen. Ce qu'il faut faire, c'est articuler les quartiers populaires, donc où il y a surtout des émigrés qui sont moins de chances qu'ils n'aillent voter pour la peine, avec justement les autres. Et il y a une chose que François, tu n'en as pas parlé ici, mais que moi j'aime beaucoup ce que tu avais dit, c'est qu'il faut mettre ensemble c'était les Nuits debout et les Gilets jaunes. Hein. Je crois que moi j'aime beaucoup cette expression-là parce que je trouve c'est ça. Et aujourd'hui, il y a évidemment les gens de Nuit debout, ils sont gagnés, mais il nous manque les Gilets jaunes. Et ça c'est vrai que c'est pour moi une stratégie populiste qui ne parvient pas à parler à ces gens-là. Ce n'est pas une stratégie populiste qui a du succès. Donc là, vraiment, alors, bon, la grande question, justement, comment faire Là, je crois que François aura beaucoup plus de choses à dire sur la pratique, mais je peux faire tout de même quelques réflexions théoriques qui ont plutôt à voir sur, à mon avis, pourquoi, qu'est-ce qui bloque, les difficultés pour pouvoir même penser cette stratégie. Parce qu'au fond, ce qui était question, c'est toujours, si vous voulez, articuler, dans l'articulation, dans la chaîne d'équivalence dont je parlais, qui est en fait une chaîne d'équivalence entre une série de demandes démocratiques qui sont très hétérogènes. Par exemple, moi, bien entendu, peut-être qu'on pourrait mettre ça sur quand on parle de Nuit debout, mais enfin, il faut aussi pour moi, ce sont les demandes, bien entendu, socio-économiques des ouvriers, des classes moyennes, mais aussi les demandes des féministes, les demandes antiracistes et les demandes écologiques. On y reviendra là-dessus aussi. Donc, c'est très hétérogène. Hein, et il faut parvenir, et c'est très difficile, je crois que c'est vraiment le défi, à créer des affects communs entre ces différents groupes. Et donc, il y a quelque chose qui manque, tout à fait avec François, ce sont justement les ouvriers. Et donc, il faut les articuler, mais, et là, je veux insister là-dessus, ça ne peut pas se faire au détriment des autres demandes, au détriment des demandes écologiques, aux demandes des féministes et aux demandes, par exemple, antiracistes. C'est pourquoi, par exemple, moi, la stratégie de Fabien Roussel, je suis absolument contre. Hein. Moi, je crois que c'est vraiment un vrai danger. Parce que il dit oui, il faut oui, mais alors lui, pour lui, ce qu'il faut faire, c'est parler aux ouvriers, mais parler aux ouvriers d'une telle manière que en oubliant les autres choses. Hein. Donc, là, vraiment, c'est pas. Il y a quelque chose qui m'a un peu, François, je te le dis honnêtement, fait réagir parce que j'ai lu un article où on disait au fond, Fabien Roussel, il défend la même stratégie que François Ruffin. Alors j'ai dit non, pour moi c'est pas la même stratégie. On verra ce que tu en penses. J'espère que tu me décevrais énormément si tu me disais que tu sens que ta stratégie est la même que Fabien Roussel. Mais on est d'accord qu'il faut parler à ces secteurs-là. Bon, alors ce que je peux dire en tant que philosophe politique. Mais
plus qu'en tant que philosophe politique aussi, parce que moi, j'ai été énormément critiquée, après avoir écrit pour un populisme de gauche, par toute une série de gens de gauche, tout à fait bien intentionnés, qui, par exemple, étaient tout à fait en désaccord avec moi quand j'écrivais que il y a des demandes démocratiques. Il faut parler avec les gens qui votent pour Marine Le Pen. Il y a des demandes... Beaucoup des demandes qu'ils expriment sont des demandes démocratiques, mais qui sont articulées dans un vocabulaire xénophobe et qui, en fait, comme j'insiste beaucoup là-dessus, c'est tout de même le Parti socialiste qui est responsable de ne pas avoir, si vous voulez, des gens qui se trouvent dans une situation vraiment... abandonnés par le Parti socialiste. Et Marine Le Pen vient, elle leur dit, mais oui, vous comprenez vos problèmes, mais vous savez, c'est les immigrés, c'est bon. Évidemment, s'il n'y a pas de discours alternatif, leur subjectivité va être construite de cette façon-là. Donc moi, je crois vraiment qu'il faut essayer de comprendre ce qui pousse ces gens-là et d'offrir une autre perspective. Mais alors ça, vous assure que on m'a énormément critiqué. Par exemple, j'ai eu un débat particulièrement avec Étienne Fassin dans son livre Le populisme, le grand ressentiment, où il dit il ne faudrait même pas parler avec les gens qui votent pour Marine Le Pen parce que ces gens-là sont intrinsèquement racistes, sexistes, homophobes. Il y a vraiment, c'est la lie de la lie. Hein? Il disait aussi, le livre a été écrit avant l'élection de 2017, il est impensable, disait-il, que des gens qui votent pour Marine Le Pen puissent voter pour Mélenchon ou pour François Ruffin. C'est pas vrai. Je veux dire, toi tu es la preuve que c'est pas vrai. Mais il y a une espèce de racisme, ça pour reprendre un terme de Bourdieu, racisme de l'intelligence. Ces classes moyennes considèrent qu'elles ont, je sais pas, une espèce de supériorité morale, hein, et qu'elles peuvent regarder les gens qui votent pour Marine Le Pen, il ne faut pas en parler. Moi, je crois que c'est une erreur terrible, et que si on ne met pas ça en question, on ne va jamais pouvoir parler à ces gens-là. Donc je crois, et ça, bon, alors je ne veux pas lancer ici maintenant dans des considérations vraiment théoriques, mais je crois que ça c'est lié au fait que, moi ce que j'appelle l'essentialisme, il y a une idée que les identités sont données, les gens sont comme ça, ils naissent avec un ressentiment, ils naissent racistes, sexistes, bon, donc il n'y a rien à y faire. Si on voit au contraire, bon, c'est ce que je défends philosophiquement, les identités sont toujours construites discursivement, il y a une lutte hégémonique, c'est une question d'identification, enfin, moi, je ne peux pas vous faire un cours de philosophie ici, mais je voudrais simplement donner un exemple de ce que j'entends par là. Parce que l'idée de ressentiment, justement, pas mal de ces gens de gauche bien qui ont bonnes intentions disent ah non mais ces gens-là, les gens qui votent pour Marine Le Pen sont des gens qui sont mus par le ressentiment. Et évidemment le ressentiment ce n'est pas une valeur, un affect qu'on doit accepter à l'intérieur de la gauche. Bon, mais on peut se demander mais qu'est-ce que c'est le ressentiment? Les gens ne naissent pas avec du ressentiment. Le ressentiment, c'est quelque chose qui se produit. C'est, au fond, les gens vont... Il y aura une sorte de colère qui est liée au fait, par exemple, de sentir qu'on subit un tort. Hein, je crois que pas mal de... D'ailleurs, il y avait... moi, j'aime beaucoup une expression de... c'est pas Bourdieu, c'est comment il s'appelle l'autre non, c'est pas, non, c'est quelqu'un qui a écrit sur le un grand sociologue français. Il y en a quelques-uns. Non, le mort qui a écrit un livre sur le socialisme. Ça va me revenir. Mais il disait, non, mais il disait, au fond, ce qui a été important dans le développement du mouvement socialiste en France, c'est le fait que la colère a été transformée en espoir. Donc le mouvement socialiste a réussi à transformer la colère des ouvriers en un espoir. Alors, bon,
Et c'est ça qui est important. Mais la colère, elle peut être, s'il n'y a pas justement un discours qui la transforme en espoir, elle peut devenir haine et elle peut devenir ressentiment. Par exemple, pensons un peu au cas de Trump et de Bernie Sanders, parce que je crois que la première lorsqu'il y a eu cette primaire aux États-Unis entre Bernie Sanders et Hillary Clinton, il est très clair, enfin moi d'après les renseignements que j'ai, que beaucoup de gens qui avaient voté des classes populaires qui avaient voté pour Bernie Sanders dans les primaires, bon, il n'a pas, ont par la suite voté pour Trump. Parce qu'en fait, Trump, justement, ce qu'il permettait, ça montre que des colères peuvent être traduites discursivement dans différents discours. Hein. Le fait que, par exemple, le discours de Trump, c'était de dire aux ouvriers des régions désindustrialisées aux États-Unis, oui, mais je comprends, mais voilà, il essayait d'articuler leur colère contre toute une série l'establishment qui pour lui comprenait en fait mais de donner les immigrés, les classes vraiment un peu, si vous voulez, plus éduquées, et il transformait ça en ressentiment par rapport à une certaine catégorie de la population. Le discours de Bernie Sanders est un discours qui s'adressait aussi à ces mêmes classes populaires, hein, mais qui leur donnait une issue différente à leur colère. Il donnait une issue de type social qui permettait justement de dire on va transformer le système. Donc ça vous montre que, et ça moi je tiens beaucoup à cette idée, il n'y a pas une question essentialiste dans la colère. La colère, selon les discours, c'est ça la lutte pour l'hégémonie, hein, pour parvenir à donner une expression qui permette aux gens qui ont l'impression de subir ce tort, d'orienter leur colère d'une façon différente. Mais moi, je crois que je vois ça vraiment comme un obstacle très fort, je le sens, à l'intérieur de la gauche. Et particulièrement ce que j'appelle la gauche globaliste, la gauche qui a accepté finalement toute une grande partie de la perspective néolibérale. Et il faut absolument rompre avec ça. Si on ne met pas ça en question, on ne parviendra jamais à avoir un discours qui permette si vous voulez, d'interpeller les classes populaires. Bon, je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus, mais je ne vais pas... on peut... Quand on viendra enfin, solution, oui. Je veux dire, là je n'ai pas de solution. Je veux dire, mais jusqu'ici, j'ai surtout insisté sur les aspects négatifs qu'il faut vaincre. J'ai tout de même quelques propositions plus positives à faire, mais enfin, ça, on en parlera dans un instant. On y reviendra. Et François Ruffin, est-ce que vous partagez ce constat sur la nécessité de recréer de l'espoir pour interpeller ceux qui manquent, et également... J'imagine donc qu'il ne veut pas dire non, mais je voudrais savoir comment concrètement est-ce que vous parvenez à faire ça, parce que vous y êtes quand même parvenu à 2 reprises. Est-ce qu'il y a justement un moyen concret pour redonner de l'espoir, simplement autrement que de s'adresser par des discours, par un certain nombre de signes à ces classes-là? Bon, d'abord, oui, vous avez raison. Non, mais je le dis depuis longtemps qu'il y a la nécessité d'être, pour nous, d'être des alchimistes qui transformons la colère en espoir. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, est-ce que j'arrive, moi, à transformer cette colère en espoir? J'en suis pas sûr. C'est Durkheim dans lequel je me faisais référence. Donc, maintenant, est-ce que moi, j'y parviens? Je n'aurais pas cette prétention aujourd'hui. En revanche, je pense que j'arrive à redonner de la fierté aux gens. C'est 2 choses différentes, mais ça fait peut-être partie du chemin. Je vais dire des choses sur Roussel.
Ah oui, bon. Bah. Non, je ne vais pas dire des choses sur lui parce que, au fond, moi, je me suis jamais... Vous savez, l'univers politique, c'est pas mon centre d'intérêt. Je me suis pas construit en comparaison avec différents personnages politiques sur 20 ans où j'écris des bouquins et ainsi de suite. Je vais vous dire, en revanche, ce qui peut faire des contrastes. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut une réforme évidente de la police. Quand je suis à Amiens ou en Picardie, je vois comment les postes sous-qualifiés, notamment dans les métiers du lien, mais pas seulement, sont occupés par des gens, je vais le dire comme ça, blancs de mon coin, et comment, dès qu'on arrive à Paris, ça met mal à l'aise, tellement il y a une espèce d'apartheid visible qui s'opère. Je vais donner une scène que j'ai vue à l'Assemblée nationale cette semaine. Ils ont lancé un truc qui s'appelle le comptoir du numérique, où on va pour recevoir nos ordinateurs, nos tablettes et tout ça dans l'entrée du machin. Il y a les administrateurs qui nous accueillent, qui sont blancs, quoi. Et il y a tous les gens qui sont en intérim, qui ont un tablier marron et qui sont de couleur. Ça me met... Enfin, franchement... Là, on a à la fois une division de classe et qui se pose sur le terrain de la division d'origine, quoi, et qui, moi, me pose fortement problème. Et je pense que tout communiste, ça pose problème aussi. Quand je m'intéresse aux métiers du lien, que je dis qu'ils ne sont pas occupés par des femmes par hasard, c'est parce qu'il y a comme si c'était introduit dans l'inconscient collectif, que c'était naturel, que les femmes, déjà, on les paye, elles ont fait ça pendant des siècles gratuitement à la maison, à s'occuper des personnes âgées, des malades et des enfants. Ben, maintenant, on les paye un peu pour faire ça à l'extérieur, elles ne vont pas nous embêter en plus. Donc il est évident que dans les métiers du lien, il y a un cumul de fragilité, c'est-à-dire populaire, ce sont des métiers populaires, femmes et dans certains coins d'origine étrangère. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose chez moi. Je pose la transformation écologique comme but. Notre horizon, c'est de résoudre ce défi géant pour l'humanité et pour la France, qui est la catastrophe climatique qui est devant nous. Et donc ça veut dire que moi, je pose la question sociale, mais aussi pour embarquer dans cette histoire écologique. Donc le but, il est là. C'est pas un but qui a toujours été clairement posé dans la campagne de Fabien Roussel. Donc voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Moi, je le dis avec des euphémismes parce que je considère que les communistes et les insoumis, c'est une seule et même famille. Et qu'il n'y a pas de raison de maintenir dans la durée une division qui ne fait gagner personne. Voilà. Mais voilà. Mais là n'est pas l'essentiel. Ensuite, dire que si je mets l'accent aujourd'hui sur les campagnes populaires, les bourgs populaires, tout ça, ça n'est surtout pas pour oublier les quartiers populaires. C'est pour voir comment on ajoute et pas comment on sépare. Et dans la durée, ça a été... Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé les premiers livres de Christophe Guilluy, notamment le Nouvel Atlas des fractures géographiques, oui, si vous voulez, non, c'est le Nouvel Atlas des fractures géographiques, le titre. Hein. C'est un bouquin qu'il avait écrit avec Christophe Noyer, où il parlait des périphérisaphone. C'était, il me semble, avant 2005. Et donc, moi, enfin, je trouvais quelqu'un qui venait mettre des mots, après un peu Emmanuel Todd quand même, sur quelque chose que je vivais chez moi. Et ça me fait beaucoup de bien. Je suis beaucoup moins Christophe Guilluy quand il tente de faire un classement des souffrances et que grosso modo il met les souffrances des campagnes populaires au-dessus des souffrances des quartiers populaires. Je me refuse à ce classement. Mais aujourd'hui, si je mets l'accent sur ces campagnes populaires, c'est parce que c'est quand même le point aveugle. Et c'est un point qui est aveugle depuis 20-30 ans, parce que c'est un point d'éloignement des gens qui sont de gauche, je ne vais même pas dire qui se disent de gauche, qui sont de gauche, mais ça n'est pas dans leur expérience quotidienne. Tout ça est loin, même si c'est en France, ça paraît comme étant lointain. Et donc si c'est pas moi qui viens mettre les deux pieds dans le plat et le faire, il va pas y avoir grand monde pour le faire à ma place. Et c'est dans ce cadre-là que moi, presque la note de la Fondation Torah Nova, je l'ai lue comme un soulagement.
Je l'ai lu comme un soulagement. Pourquoi? Parce que, enfin, elle venait dire ce que la gauche pratiquait depuis 30 ans. Donc, il y avait des mots là-dessus. S'il y a des mots là-dessus, il peut y avoir une contestation de ça. Est-ce qu'on rempile pour la stratégie Terra Nova sans le dire? Ou... Oui, mais c'est ça la question. Est-ce qu'on rempile pour la stratégie Terra Nova sans le dire? Parce qu'évidemment, ça nous ferait trop mal quand même de le dire. Ou bien, est-ce qu'on a pour fonction de dire non, on n'oublie pas les ouvriers, et y compris les ouvriers blancs, pour le dire comme ça, dans ça. Et on va lutter, en faire une priorité pour les ramener à gauche. Ou bien, la pente, elle sera la pente de laissons faire et de l'éloignement. Et de laisser les Forts Alamo rester des Forts Alamo ou tomber les uns après les autres. Et pour moi, il y a une forme de tradition de gauche, c'est pour ça que je préviens avec force. Il y a une forme de tradition de gauche d'abandon successif de ça. Les années 80 en ont été un exemple. On abandonne le combat sur le terrain écologique et économique et social, et on pose ça sur le plan moral avec SOS Racisme. Je veux bien, j'ai rien contre ça, mais c'est comme s'il y avait une compensation sur le terrain de la valeur morale. Dans les années 90, on signe des traités de libre-échange à tout va qui vont venir briser les ouvriers, les laminer et donc les pousser objectivement dans les bras du Front National, et en même temps on nous parle de multiculturalisme. Je suis favorable que les choses soient claires. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais simplement, je ne veux pas qu'il y ait des compensations morales à un abandon économique, social, politique d'un pan du pays. Donc voilà pourquoi, mais encore une fois, mon objectif à moi, il faut reconnaître les acquis de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise de la dernière campagne présidentielle. C'est-à-dire que pour moi, je dis, ils ont réalisé 3 paris, nous avons réalisé 3 paris. Je dois dire que, honnêtement, moi, je souhaitais qu'il y en ait un 4e. Hein. Je veux dire les choses comme elles sont. Hein. Les 3 paris, c'est les dom-toms. Ils ont fait le plein. La jeunesse des centres-villes à sensibilité écologique. Ils ont fait le plein. Les quartiers populaires et la jeunesse des quartiers populaires, qui n'était pas évident de faire aller aux urnes, ils ont fait, sinon le plein, parce qu'il reste quand même de l'abstention, mais enfin, un bon bout de chemin a été fait. Il faut prendre ça, non pas comme des acquis, je dis, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni ses électeurs, mais quand même comme des pas qui ont été menés dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a eu une interrogation sur comment on fait dans les France périphériques, les France des Gilets jaunes, les France des ronds-points, vous appelez ça comme vous voulez, je pense qu'il n'y a pas eu d'accent qui a été mis dans ce sens-là. Maintenant, je veux dire à la décharge du mouvement auquel je suis rattaché, que la vérité, c'est que c'est 10 fois plus de travail pour 10 fois moins de rendement. Et que le temps d'une campagne électorale ou de 2 campagnes électorales successives, présidentielles et législatives, c'est pas du tout évident à faire. Après, moi, je veux bien ouvrir la discussion sur qu'est-ce que c'est les pistes de reconquête. Alors, mais vraiment, moi, mon souhait, je vais le faire, je vais ouvrir des pistes de réflexion. Hein. Mais mon souhait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est même pas qu'on en soit là. Mon souhait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y ait un constat, c'est que le diagnostic soit posé, qu'il soit partagé entre les intellectuels, entre les militants, entre les forces de gauche, et qu'on se dise, oui, nous en faisons en commun une priorité de reconquête. Et à partir de cela, on a une réflexion évidente sur qu'est-ce qui, dans le discours, est à moduler, qu'est-ce qui est à réintégrer centralement. Enfin, et donc je veux bien poser des pistes, mais je dis, quand bien même vous êtes en désaccord avec les pistes que je vais poser, le temps n'est même pas aujourd'hui aux pistes, le temps est à est-ce qu'on a un problème, parce que c'est pas comme si j'entendais 1000 voix qui venaient le dire sur la scène publique, qui faisaient des tribunes dans Libération, des papiers dans Le Monde, qui prenaient la parole à la télé, que ça soit côté géographe, sociologue, politiste et du côté des forces politiques, pour peser le diagnostic de dire voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a des départements entiers qui basculent au Rassemblement national.
des terres qui sont des terres ouvrières. Bon, moi, je pose mes pistes, mais je le redis, je ne veux pas que ça bloque de pouvoir travailler ensemble s'il y a un désaccord sur les pistes. Parce que l'étape numéro 1, c'est l'étape du diagnostic. Moi, je pose comme conflit clé ce que Chantal Mouffe a énoncé, à savoir le conflit du haut et du bas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire les conflits du petit et des gros. Ça veut dire le conflit, pour moi, des actionnaires et des travailleurs. Comment je fais ma campagne? Je fais ma campagne en tournant avec... vous savez, une campagne, ça doit se mener en 30 secondes. Les gens que je croise, il y a des gens qui feront 30 secondes de politique dans leur mois, peut-être leur année. Donc, c'est comment en 30 secondes on trouve le chemin d'une interpellation, alors que la plupart n'en ont rien à secouer. Donc il y a des fois, on peut trouver un truc, il y a une femme enceinte, on l'interpelle parce qu'elle est enceinte, elle a des gamins, on va essayer d'interpeller par ce biais-là. Mais bon, le truc classique pour moi, ça a été, monsieur, est-ce que votre salaire, il a triplé? Madame, est-ce que votre retraite, elle a triplé? Et on me répond, non mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est maboule celui-là, bien sûr que ça n'a pas triplé. Parce que les 5 premières fortunes, sous Macron, elles ont triplé. Et là, pourquoi je repars de ça? Parce que ça repose une base de gauche, à savoir que le conflit qui redevient central, les gens, ils cherchent le juste. Tout le monde cherche le juste. Et là, le juste et l'injuste, il est plus défini entre Français et immigrés, entre campagne et quartier, entre le travailleur et l'assisté, parce qu'il faudra dire un mot de ça. C'est aujourd'hui le clivage sur lequel, à mon avis, Marine Le Pen gagne le plus. Mais il est redéfini sur le terrain des riches et des pauvres. Et si on arrive à reposer, déjà, à reposer le débat et le combat sur le terrain des riches et des pauvres, on le repose pour les gens sur une base de gauche. Et je veux dire, la situation aujourd'hui dans le pays est tellement caricaturale, avec... allez, ça y est, je fais mon truc, mais si vous voulez bien compter avec moi, jusque 3. 1. 10 000 € pour Jeff Bezos. Ma suppléante, qui s'appelle Hayat Matboua, je le dis avec fierté, j'ai fait faire 65% à Flic Secours à Hayat Matboua. Eh bien, Hayat Matboua, elle est accompagnante d'enfants en situation de handicap, elle touche 10 000 € par an. Donc quand on dit ça aux gens, en 3 secondes, Jeff Bezos, c'est 10 000 €, il ne paye même pas ses impôts en France, il paye moins d'impôts sur la TVA et d'impôts sur les sociétés que le boulanger du coin, ben voilà comment on reconstitue du rapport entre le juste et l'injuste. Aujourd'hui, c'est évident, c'est le scandale Total. Total, c'est, donc on discute avec les gens, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre. C'est son PDG, Patrick Pouyanné, qui s'augmente de 52%. Quand les prix à la pompe, ils ont dépassé les 2 € et quand on est en pleine guerre en Ukraine. Voilà sur quoi profite Total. Ben voilà le scandale qui, à mon avis, a fait péter à la tronche du pays. Et là, il y a la possibilité pour qu'on récupère les gens avec nous dans une expérience concrète. Parce que si on redistribue les bénéfices de Total, ce que ça va être sur l'année, c'est un chèque de 100 € par mois par automobiliste qui prend sa voiture pour aller au travail. Donc là, ça redevient possiblement une expérience concrète pour les gens. Donc je pense que, pour moi, la clé, c'est de reposer la question du petit et du gros comme étant un point central. Je m'arrête là, j'ai d'autres pistes à développer, mais bon, enfin, si, quand même. Attends. Non, parce que bon, avant qu'on passe aux pistes à développer, il y a une question que je voudrais poser à François, parce que c'est, bon, à plus court terme, quel doit être, vu le résultat, justement, du Rassemblement national, quelle devrait être la stratégie? Bon, moi, je crois, et ça justement, ça m'intéresse de voir ce qu'il en pense, la pire des stratégies, mais ce n'est pas uniquement... Parce que, en fait, c'est lié à ce que j'ai dit dans ma réponse antérieure, qu'il faut surtout ne pas juger les gens. Pour moi, la condamnation morale, il n'y a pas une stratégie pire si on veut justement regagner les ouvriers, c'est-à-dire, ah non, mais vous êtes des fachos, vous êtes... Bon, ça, c'est pas... Mais aujourd'hui, plus concrètement, je suis assez... j'ai été un peu rejetée parce que j'ai entendu quelqu'un de l'FI en disant, aujourd'hui, il faut absolument faire un front antifasciste. Moi, personnellement, je crois que c'est le pire qu'on puisse imaginer. C'est pas comme ça, c'est pas en faisant un front antifasciste qu'on va récupérer, gagner ceux qui manquent.
Hein, parce que c'est une stratégie automatiquement de disqualification des gens, des ouvriers qui ont voté pour Marine Le Pen. Non, mais vous êtes des fachos. Moi, je crois que, franchement, je sais que ça peut être controversé, mais la stratégie antifasciste, d'abord, elle ne fonctionne pas. Et en deuxième lieu, je crois que c'est aussi une stratégie qui est malheureusement liée à tout ce que je disais auparavant, cette idée de la supériorité morale. Nous, on est des gens bien, parce que, et vous qui votez pour vous êtes des fachos. Je crois que, bon, alors, si vous voulez, évidemment, d'une certaine façon, on pourrait parler de, plutôt on pourrait dire, une stratégie, il faut s'opposer, essayer d'empêcher, disons, la progression du Front National, bien entendu. Il faut aussi essayer de régler, mais ce n'est pas en faisant un front antifasciste. Il ne faut pas le concevoir comme ça. C'est ça, à mon avis, qui est important. Hein, parce que le front antifasciste, ça veut dire automatiquement vous mettre dans une position de supériorité par rapport aux gens. C'est pour ça que moi je suis toujours très, très, très choquée quand j'entends des gens vous dire de gauche, on ne devrait jamais parler aux gens qui parlent qui votent pour Marine Le Pen. Moi, par exemple, une chose qui m'avait déjà en l'an 2000, parce que j'ai commencé je me suis intéressée d'abord au populisme de droite. Hein, j'ai beaucoup travaillé sur le populisme de droite, surtout en Autriche. Et par exemple, en l'an 2000, lorsqu'il y a eu la première, enfin, une coalition en Autriche entre le parti, les conservateurs et le parti de Georg Haider, qui avait obtenu 27% de votes, j'étais terriblement choquée lorsque une écrivaine super connue qui est prix Nobel, n'était pas à ce moment-là, Elfriede Jelinek a dit « On ne devrait jamais parler avec les gens qui ont voté pour Haider ». Je dis « Ah bon ?» Donc il y a 27% de la population autrichienne qui est... Non, là je crois qu'il faut justement avoir une attitude complètement différente, une attitude d'essayer de comprendre, bon, qu'est-ce qu'il est... D'abord, quelle est notre responsabilité dans le fait que ces gens-là se sont sentis abandonnés et sont réceptifs au discours de Marine Le Pen. Vraiment, ça c'est vraiment important. Et puis essayer de voir comment on va pouvoir les interpeller, leur parler. Et c'est vrai, comme dit François, ça prend du temps et le rendement n'est pas... Mais moi, je ne vois pas du tout d'autres possibilités. Mais en tout cas, le point que je voulais faire ici, c'est vraiment... Front antifasciste, c'est la pire des stratégies, à mon avis. Je voudrais savoir ce que François en pense. C'est évident que j'ai jamais situé mon combat sur le terrain moral d'abord, parce que je pense pas que c'est en faisant la morale aux gens ou en les stigmatisant alors qu'ils ont déjà une série de stigmates qu'on arrive à quelque chose. Je veux dire juste quelle a été ma stratégie de deuxième tour. Parce que les choses se posent concrètement. Au soir du premier tour, je m'attendais quand même à ce que le macroniste arrive à passer au deuxième tour et à pouvoir du coup avoir une union, à refaire une forme d'union populaire anti-Macron. Hein, la base populaire contre la base élitaire, et ce qui pour moi était le plus confortable en un sens. Malheureusement, il n'arrive même pas à franchir le cap du premier tour, et je veux dire que dans la Somme, sur plus de la moitié des circonscriptions, les macronistes n'arrivent pas à franchir le cap du premier tour, ce qui dit quand même quelque chose sur l'absence d'emprise sociale pour mener le projet libéral à bien. Mais ça peut être... ceci dit, ça appartient à la même histoire de ce qu'on doit faire. Hein. Mais là, à ce moment-là, j'ai une option qui apparaît comme étant une option évidente. C'est je suis le gentil, je tends la main en disant voilà, face au Rassemblement national, unissons-nous, et je fais un tract, parce que les choses se posent très concrètement, hein, on a les résultats le dimanche soir, moi j'ai préparé mes tracts qui doivent partir à l'impression le lendemain matin à 8h, je les avais préparés d'avance avec quelques modifications, mais pour faire face aux macronistes, et là boum, c'est pas ça qui se passe, il faut changer notre fusil d'épaule, qu'est-ce qu'on fait? Je choisis pas la stratégie de la main tendue, je choisis la stratégie de la main dans la gueule. C'est-à-dire, à l'Assemblée, il n'y aura personne qui ira combattre Macron comme je le ferai. On va lui pourrir la vie. Voilà, c'est ça que je choisis comme stratégie, c'est-à-dire de dire aux électeurs, le meilleur pour pourrir la vie de Macron, ça sera moi, ça ne sera pas le Rassemblement national. Avec un risque évident,
c'est que les macronistes, les républicains, les LR, enfin voilà, tous ceux qui sont éliminés du premier tour, ils vont pas appeler à voter pour moi. De toute façon, ils l'ont fait nulle part et puis ils n'avaient pas l'intention de le faire manifestement. Donc bon, j'ai pas perdu grand-chose, mais donc avec une abstention élevée sur le deuxième tour. Avec ce pari dangereux, j'obtiens, je pense que j'aurais pas fait ce pari-là, je perdais. J'aurais gagné, je pense que j'aurais gagné la circonscription. J'ai 40% au premier tour, ma candidate du Rassemblement National en a 22, je crois, donc il y a quand même une avance qui n'est pas une avance négligeable. Mais j'aurais gagné vraisemblablement en ayant un bout de ma circonscription contre les autres. C'est-à-dire que j'aurais eu Amiens Nord, qui aurait voté pour moi, il n'y a pas de doute, peut-être Camon, enfin ça vous dit rien, mais moi je vois ma géographie électorale, quoi. Et en revanche, j'aurais perdu le cœur qui fut rouge du Val-de-Nièvre et peut-être Abbeville. Et donc, tandis qu'en faisant ça, finalement, j'ai été majoritaire partout, y compris dans les endroits qui ont voté massivement Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Donc voilà, donc du coup, je ne gagne pas ma circonscription en jouant les quartiers populaires contre les campagnes populaires, mais j'arrive à être majoritaire à Amiens Nord où je fais 71%, il me semble, et à être majoritaire dans le Val-de-Nièvre où je fais 65%. Donc voilà, comment le choix s'est posé. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, tu n'as pas pris. Tu aurais pu te dire, et moi, je suis le démocrate, les autres sont des fachos. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est exactement. En effet, j'ai pas fait ce choix-là, et je veux dire que ça correspond à autre chose. C'est est-ce qu'on est dans une position défensive ou est-ce qu'on est dans une position offensive? Au fond, la position défensive de dire regardez les méchants du RN qui sont en train d'envahir le pays, je le dis quand même, mais c'est pas la position qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la position offensive. Oui, bien sûr. C'est-à-dire comment on va obtenir une majorité dans ce pays pour le transformer. Comment on va battre le projet libéral. Parce que moi, la suite de l'histoire, vous voyez, d'ailleurs, pour moi, on doit discuter avec tous les électeurs, et y compris ceux, je veux dire, quand je vais boire un coup au bistrot, je ne demande pas qu'est-ce que le gars il a voté avant, quoi, hein. Donc, voilà, pour moi, je discute avec tout le monde. Il y a des fois, ça me fait chier, mais bon, ça me fait chier parfois partout, hein, vous savez, bon, mais bon, voilà, il faut le faire, il faut débattre, il faut y aller, et puis c'est pas facile, mais bon, on y va. En revanche, pour moi, il n'y a pas d'alliance avec les élus du RN. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que ceux qui nous ont dit de faire barrage contre l'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle, c'est les mêmes qui, la semaine dernière, étaient prêts à avoir une coalition avec Marine Le Pen et compagnie, quoi. Donc ça, pour moi, c'est pas question. Donc voilà, pour moi, la question se pose moins sur le terrain défensif que offensif. Et la suite de l'histoire, c'est quoi? Pour moi, je vois deux suites de l'histoire possibles. Je m'excuse, je prends encore 3 minutes. Le projet libéral est minoritaire dans le pays. On sait qu'il est minoritaire depuis 2005. 55% des Français qui votent non au traité constitutionnel européen, 80% des ouvriers. Donc un vote de classe très clair. Depuis ce temps-là, ils sont condamnés à avancer avec leur projet libéral sans le peuple et parfois contre le peuple. Sans le démos, contre le démos en démocratie. Ça se traduit par un effritement de leur socle. Ça se traduit en 2017 dans les urnes par la nécessité de rassembler l'UMP, LR et le Parti Socialiste autour d'une seule et même candidature qui est la candidature d'Emmanuel Macron, parce que comme leur socle se rétrécit, il faut qu'ils se réunissent, sinon il y a des risques que le projet libéral ne tienne plus, et ça se traduit évidemment par le mouvement des Gilets jaunes. Comment est répondu au mouvement des Gilets jaunes? On n'y répond pas par un compromis social. Les libéraux n'y répondent pas par un compromis social, mais ils y répondent par l'autorité, par la force de coercition, par la matraque, par 300 crânes fendus, 6 amputés, pardon, et 30 éborgnés. Voilà comment il y est répondu. Et donc, pour la suite de l'histoire, compte tenu du rétrécissement du socle libéral, pour moi, je vois deux options pour la suite. Soit on arrive en régime libéral autoritaire, et au fond, il peut y avoir très bien une fusion entre le projet des successeurs de Macron, des libéraux classiques, et de Marine Le Pen ou de ses successeurs. Et pourquoi? Parce que quand je pose la question de Total, tout à l'heure, sur les 5 milliards d'euros de Total, jamais le Rassemblement national n'en parlera. Je vous le dis, je suis un spécialiste des programmes économiques du Rassemblement national, la question du partage des richesses n'y figure pas. Et évidemment, le système, ceux qui tiennent le système, les dominants,
ce qui les effraie le plus, c'est la question du partage. Le reste, ils sont prêts à transiger. Mais la question du partage, il n'est pas question qu'elle soit posée sur la table. Et comme, à la fois du côté de Macron et du côté de Marine Le Pen, on ne pose pas la question du partage, il est évident que dans la suite, je ne dis pas que c'est Macron et Le Pen qui le feront, mais dans la suite de l'histoire de ces deux courants, il y a la possibilité d'un régime libéral autoritaire. Et évidemment, la deuxième option, c'est celle pour laquelle nous nous battons, qui est une sortie sociale écologique. Voilà, pour moi, et pour ça, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est que nous n'avons pas de majorité dans le pays pour mener cette transformation sociale et écologique. Et voilà pour moi l'enjeu offensif, et pas seulement défensif, c'est de trouver une majorité dans le pays pour notre projet. Est-ce que je peux... oui. Juste une petite... Non, mais parce que je voudrais bien... tu vas pas encore passer à la prochaine. Non. C'était juste une question qui fait le lien. Vous avez interrogé quand même des questions, enfin vous avez posé des questions de stratégie, de discours, beaucoup. Et est-ce qu'il n'y a pas également un constat à faire sur les structures partisanes? Parce que la crise néolibérale s'est caractérisée aussi par la disparition des partis de masse, le Parti communiste, la SFIO pendant un temps, qui formaient, qui créaient du lien là où précisément il n'y en avait pas et là où il n'y en a plus aujourd'hui. Est-ce que pour mener le combat décrit par François Ruffin et que vous rejoignez aussi Chantal Mouffe, est-ce qu'il n'y a pas une interrogation à poser sur les structures de politisation, les structures avec lesquelles on peut lutter? Je ne suis pas sûre d'avoir des choses intéressantes à dire sur ce sujet-là, honnêtement. Mais par contre, je voudrais bien prolonger ce que François a dit, parce que, comme je l'ai dit avant, j'ai surtout insisté sur la partie négative, ce qui ne marche pas, ce qu'il faudrait... Mais j'ai tout de même des petites propositions plus positives à faire qui vont exactement dans le sens de ce que François a dit, parce qu'au fond, alors moi je le formulerai comme ça, comment est-ce qu'il faut, dans la conjoncture actuelle, parce que bon, par exemple, le populisme de gauche a été publié en 2018, est-ce que, bon, je défends toujours l'idée que... Pour moi, la seule stratégie possible pour la gauche, c'est le populisme de gauche. Bon. Et je l'entends pas, mais ça veut dire qu'il faut justement avoir aussi récupéré ce qui manque. Mais la grande question, évidemment, c'est, bon, c'est très bien la chaîne d'équivalence, mais donc de mettre ensemble toute une série de demandes démocratiques, hétérogènes, mais comment est-ce qu'on va les faire tenir? Ça, bon, j'ai pas de solution à ça, mais j'ai une proposition. Et je crois d'ailleurs que justement peut aussi nous donner des pistes pour comment on peut récupérer les classes populaires. Et bon, ça tient au fait que bon, la conjoncture d'aujourd'hui. Et là, il y a tout de même eu une différence notable par rapport à quand le livre a été publié, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons vraiment au centre d'une crise climatique qui est absolument... Il y a une urgence écologique absolument centrale. Et je crois que, par exemple, moi, je vous dis personnellement, j'ai toujours défendu l'importance. Déjà, dans l'hégémonie, par exemple, on insiste l'articulation des demandes écologiques. J'en parle lorsque, bon, dans l'illusion du consensus, j'en parle. Mais jusqu'à peu, pour moi, c'était un problème théorique, principalement. Je veux dire, bon, non, c'est important. Maintenant, je le sens comme un problème existentiel. Je crois qu'il y a vraiment... Alors là, il faut dire que les mobilisations des jeunes, Greta Thunberg, ça a été important. Ça a été une espèce d'électrochoc. Je veux dire, on a pris conscience... Alors, il y a pas mal de gens qui avaient pris conscience avant, mais je veux dire, on a pris conscience que maintenant, on est dans un moment vraiment... Donc, il faut reformuler, si vous voulez, un peu la stratégie populiste de gauche en tenant compte de cette conjoncture. Alors moi, la proposition que j'ai à ce sujet-là, bon, peut-être que d'ailleurs ça, je la développe dans le livre que je te dis que je viens de terminer, qui va sortir au mois de novembre, qui s'appelle d'ailleurs, en anglais, c'est Towards a Radical Green Democratic Revolution. Je veux dire. Parce qu'en fait, je crois que pour moi, il faut inscrire la lutte justement pour la lutte écologique dans le cadre des luttes qui ont déjà été menées. Je veux dire, par exemple, je crois que j'aime présenter ça comme étant, c'est une nouvelle étape de la révolution démocratique. Donc, il y a eu le socialisme, mais maintenant, la question écologique nous oblige
à poser la question de la justice sociale d'une manière différente. On ne peut plus aujourd'hui défendre la justice sociale sans mettre en question le modèle productiviste, le modèle extractiviste, qui est le modèle dominant, qui détruit la planète et qui en plus fait souffrir particulièrement les classes populaires. Donc là, je crois qu'il faut vraiment, l'enjeu écologique est absolument central. Il doit être central dans une optique de populisme de gauche. Alors la question, bon, ça c'est ma proposition, bon, c'est articuler, si vous voulez, les questions de l'écologie. Par exemple, je crois qu'il y a, je ne sais pas si on en parle beaucoup ici en France, mais il y a toute une série de propositions avec lesquelles, de comment réaliser la bifurcation écologique. Parce que c'est une bifurcation écologique dont on a besoin. Et c'est pourquoi, évidemment, c'est une bifurcation qui doit établir une frontière. Il y a des ennemis, il y a des adversaires, en tout cas. Moi, ce qui me plaît pas trop dans la plupart des partis écologiques, c'est que c'est comme s'il n'y a pas d'adversaire. Non, finalement, c'est une chose qui est tellement évidente pour tout le monde qu'on devrait pouvoir mettre tout le monde d'accord. Non, on ne va pas pouvoir mettre tout le monde d'accord. Les industries fossiles, elles vont se battre jusqu'au bout. Donc, il y a des adversaires. Il faut établir une frontière. Ça, pour moi, c'est pour ça que je parle de révolution écologique verte. Mais je crois que il y a déjà propositions. Par exemple, moi j'ai beaucoup de sympathie pour la Green New Deal de Alexandra Ocasio-Cortez et du Sunrise Movement. Par exemple, malheureusement ça a été mis à la trappe, mais en Grande-Bretagne, dans le programme de Jeremy Corbyn, il parlait de révolution industrielle verte. Bon, je n'aimais pas trop le terme industriel, mais enfin, je crois que c'était la même chose. Donc, il y a des propositions, hein, comment on va décarboner l'économie, et surtout, ce qui est important, par exemple, dans la proposition de Green New Deal, c'est le fait qu'il y a là-bas une articulation très claire entre les luttes sociales, les luttes écologiques et les luttes antiracistes et les luttes féministes. Bon, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est ça qu'on doit pouvoir réaliser. Et bon, ma proposition, c'est, si on veut motiver les gens, alors surtout ce qui est terrible, c'est qu'il ne faut absolument pas une écologie punitive. Hein, dire, bon, vous aurez, il faut que vous fassiez moins de ça. Non, et ce qui est bien justement dans la proposition d'Ocasio-Cortez, c'est garantie d'emploi, parce qu'il faut absolument convaincre les ouvriers qu'ils ne vont pas perdre leur emploi, qu'ils ne vont pas vivre moins bien. Il faut montrer que vous allez vivre mieux. Il faut vraiment présenter un programme qui articule la question démocratique et la question écologique. Pour moi, ça veut dire montrer que tout le monde va vraiment pouvoir vivre beaucoup mieux grâce à ce nouveau modèle. Alors, ça va interpeller différemment. Je crois que les différents groupes, différentes demandes, ça interpelle énormément les féministes, cette question, parce que pour être dans le modèle, ça fonctionne bien. Ça interpelle les antiracistes. Il y a moyen, justement, de faire un projet qui peut parler à des secteurs différents. Dire, non, on va en réalité faire... C'est une nouvelle étape de la révolution démocratique. Une étape qui va créer les conditions d'habitabilité de la planète et qui va donner une vie beaucoup meilleure à tout le monde. Ici, je voudrais faire un petit paragraphe parce que, par exemple, certains d'entre vous, certainement, en tout cas ici au Vent se lève, ont dû avoir vraiment être très contents de la victoire de Gustavo Petro en Colombie. Le programme de Petro sur les questions écologiques est sensationnel, hein, il est vraiment sensationnel. Mais ce que je voudrais assez référent, le slogan de campagne c'était Petro et la vice-présidente Francia Marquez, qui est aussi, c'est un cas extraordinaire, c'est une afrodescendante qui est féministe. Alors c'était Vivir Sabroso. C'était le cas, on va vivre sabroso. Alors, traduisant en français, sabroso, la traduction, c'est savoureux, c'est pas... Mais finalement, vivre sabroso, ça veut dire une vie joyeuse, une vie saine, une vie plus agréable. Et ils ont fait toute leur campagne, justement, autour de cette question de vivre sabroso.
moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui vous donne de la joie, un motif. On va tous lutter ensemble pour vivre mieux. Hein. Et mon idée de révolution démocratique verte, ben c'est un peu comme ça. On va vraiment créer les conditions. Alors, une expression de François que j'aime beaucoup aussi, c'est moins de biens, plus de liens. Hein, c'est ça, Vivir Sabroso. Là, je crois que j'ai l'impression qu'on doit être d'accord sur cette question-là. C'est vraiment autour de ça qu'il faut créer un imaginaire où, par exemple, on peut reprendre ici l'idée d'un mythe au sens de Sorel, hein, une projection d'un monde futur qui va vous permettre de voir les choses différemment. On a besoin d'un mythe dans ce sens-là, si on veut mobiliser les gens, si on veut créer des affects communs, hein, des affects communs qui soient à la fois écologiques et sociaux. Donc, ça c'est un peu la chose que je veux pour le moment défendre. Est-ce que vous partagez cette conception qui est quand même assez proche de ce que vous avez développé, notamment dans Leur progrès et le nôtre sur la question écologique? Et pour aller plus loin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette nécessité peut-être d'un mythe mobilisateur? Vous avez critiqué précédemment l'idée d'un autre monde. Est-ce que vous concevez quand même qu'on peut avoir quelque chose qui permet de mobiliser les gens et qui soit un horizon clairement identifié qu'on peut construire en tant que tel? Enfin, je pense on n'anime pas de l'espoir sans ouvrir une perspective. Et une perspective, je répète qu'il faut que le mot bonheur ait sa place en politique. Et d'ailleurs, c'est dans mon bouquin « Il est où le bonheur ?» que je pose la question d'une écologie de classe. Maintenant, je vous dis, je sors de ma campagne électorale et je reviens avec des intuitions parce que c'est dû à des centaines d'interactions avec les gens. Aujourd'hui, écologie, dans les milieux populaires, ça passe pas. Je ne dis pas de manière générale, mais en tout cas, il y a beaucoup d'interactions. Non, ne me parlez pas de ça. En gros, ils vont me demander de changer ma bagnole alors qu'elle roule encore. Et ils vont me demander de changer mon chauffage au fioul alors que j'ai déjà investi dedans, quoi. Donc, voilà. Point d'alerte. Je mets un deuxième point d'alerte qui est, à mon avis, encore plus grave, mais je vais essayer de faire le lien entre tout ça. C'est sur la question du travail. Non, moi, je ne peux pas voter à gauche, je suis pour le travail. Mais je sais pas une fois, hein. C'est 10 fois, c'est 20 fois, c'est 30 fois. Je pense que ça doit être une alerte pour nous parce que c'est l'un des terreaux, à mon avis, où Marine Le Pen gagne. Parce que elle pose le travail et l'assistanat. Et donc si nous, on n'arrive pas à redevenir, je vais le dire de manière provocatrice à la manière de Sarkozy, mais la valeur travail, il faut bien montrer que c'est chez nous. Et aujourd'hui, je pense que c'est un combat à mener de dire que l'un de nos axes, c'est le respect du travail. Comment ça se détermine? Déjà, montrer que ceux qui détruisent le travail, ce sont eux. C'est eux qui font perdre la valeur du travail tous les ans en livrant des centaines de milliards aux actionnaires, tandis que le SMIC stagne et qu'il en est de même pour les salaires en général. Je pose un autre truc pour la gauche, c'est comment on n'a pas que les pauvres, entre guillemets, mais que ce qui est un peu au-dessus, ça vient aussi. Et on voit que ça décroche. On voit que dès qu'il y a un petit peu plus que le SMIC, nous on parle du SMIC, mais qu'est-ce que c'est que des personnes qui sont à 1700, 1800, 1900 euros? C'est des gens qui disent, je dis à mes filles, il n'y aura pas de fraises cette année, et même chez Lidl, je n'irai pas vous acheter des fraises, parce qu'on n'aura pas les moyens de ça. On ne partira pas en vacances. Donc, il faut être très attentif, pas seulement au SMIC, voire à ce qui est en dessous du SMIC, évidemment, c'est une priorité, mais aussi à ce qui est un peu au-dessus et qu'on n'ait pas le sentiment qu'on joue pour ceux qui sont tout en dessous contre ceux qui sont un peu au-dessus. Donc dire que ce sont eux qui font perdre tout le temps la valeur du travail, c'est pour ça que moi je suis pour l'indexation des salaires, des retraites et des allocations sur l'inflation, comme ça se pratiquait en France jusqu'en 1982. C'est-à-dire que c'est pas seulement le SMIC qui monte, mais c'est tout le reste avec. Mais enfin bon. Ensuite, dire que ce sont eux qui ont cassé le travail pour en faire des bouts de boulot dans tous les sens, et qui ont cassé le travail aussi en ne liant plus le travail à des droits. Le statut d'auto-entrepreneur dans la moyenne, parce que Macron, la manière dont il résout le chômage, c'est la création de millions d'auto-entrepreneurs.
Évidemment, c'est 590 € par mois en moyenne. Je vais être honnête avec vous, c'est qu'on ne sait pas quelle est la part là-dedans qui cumule un emploi avec de l'auto-entrepreneuriat, mais sans droit à la retraite, sans droit au chômage, sans droit à la sécurité sociale. Donc je pense qu'il faut réussir à mener ce combat de dire le travail, c'est nous le travail, et ceux qui le cassent est en face. Et de la même manière, c'était l'un des enjeux de mon film Debout les femmes et du rapport parlementaire, c'est montrer que ceux qui en souffrent aujourd'hui le plus de cette casse du travail, ce sont ceux qui cumulent les fragilités, populaires, femmes, de couleur. Et que, évidemment, la priorité, moi je pense qu'on avait à gagner à placer cette question-là sur la table, parce que ce sont des millions de personnes. Les travailleurs de la deuxième ligne, un rapport du ministère du Travail a dit que c'était 4,6 millions de travailleurs qu'on considère comme indispensables, essentiels. Alors, côté féminin, c'est les auxiliaires de vie, les agents d'entretien, les aides à domicile, les assistantes maternelles, mais côté masculin, ce sont les caristes. À aucun moment dans la campagne, on a entendu parler de logistique. Moi, ma région est en train de devenir le hangar de l'Europe. Bon, ce qui pose des questions écologiques aussi, en termes de terres consommées. Bon, le seul point d'entrée étant Amazon, mais c'est juste un point d'entrée, il y a bien d'autres choses que ça. Les ouvriers de l'industrie agroalimentaire qui en moyenne sont sous le SMIC parce qu'ils alternent période d'intérim et période de chômage. Les salariés du bâtiment qui pour beaucoup sont à la limite du SMIC aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a la nécessité aussi de représenter ces gens-là. C'est-à-dire de redonner de la fierté en montrant qu'ils existent, en montrant que le pays repose sur eux et en disant c'est pour vous qu'on va se bagarrer. Et voilà, là je dis 4,6 millions de salariés chez les travailleurs de la deuxième ligne. Et en liant tout ça, pour moi, à un projet écologique. C'est-à-dire qu'un projet écologique, c'est du travail. Je pense que le biais pour rendre le projet écologique populaire, c'est de dire, de reposer le fait que c'est nous qui sommes la valeur du travail, et la valeur du travail, c'est nous qui la donnons. Et c'est lié à un projet écologique parce que si on veut aller vers une vraie rénovation des bâtiments, je rappelle ce truc que je l'ai fait dans ma campagne, mais l'an dernier, il y a 5 millions de passoires thermiques en France. L'an dernier, ça a été 2500 passoires thermiques rénovées. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, il nous faut 2 millénaires. Alors que là, vous avez un enjeu populaire possible, parce que c'est moins de factures à payer s'il y a de la rénovation thermique, c'est de l'emploi, c'est évidemment moins de gaz à effet de serre, et même, je le pose depuis 5 ans à l'Assemblée, jusqu'à si on ne m'entendait pas trop, c'est l'indépendance du pays, parce qu'on est moins dépendant des importations de gaz et de fioul. Bon, jusqu'à la guerre en Ukraine, on s'en fichait, mais voilà. Mais je veux dire, donc ça c'est dans le bâtiment, donc ça veut dire comment on construit, parce qu'aujourd'hui, la vérité c'est qu'il n'y a pas assez de travailleurs du bâtiment. Et que les jeunes, ils ne sont pas du tout intéressés, même de milieux populaires, bien souvent, à aller dans ces trucs-là. Parce que, pour certains, ils ont vu leur père qui a galéré dans le bâtiment, et puis, ça va être avoir le dos brisé à 55 ans, c'est ça, clairement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense qu'on doit se bagarrer pour dire qu'il doit y avoir des avantages spécifiques aux emplois du bâtiment. Par exemple, il doit y avoir des semaines de congés supplémentaires, il doit y avoir des garanties de revenus à 2 000 € par mois. Enfin, voilà, c'est poser des batailles, aussi des batailles sectorielles, en disant, voilà, c'est un enjeu de la transition écologique, on construit un vrai statut et un vrai revenu pour ces travailleurs-là, et c'est pas le marché qui décide de la valeur de ce travail-là. Mais c'est vrai, évidemment, dans d'autres branches, comme l'agriculture, par exemple, si on veut transformer écologiquement l'agriculture, ça veut dire un besoin de travail. Mais alors, soit est-ce qu'on en fait du travail détaché et sous-payé, maltraité, ou bien on dit que dans ces branches-là, y compris si c'est pour travailler que quelques mois par an, il y a un statut et un revenu qui est lié à ça. Et je pense que là, il y a une possibilité pour lier un projet écologique avec une valeur qui reste une valeur populaire, qui est la valeur du travail. Et donc voilà une proposition que je mets sur la table. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que dans tes questions? Je ne me souviens plus. Ça ira comme ça? Bon. On va à présent passer aux questions. Ah, si, Je disais, il est évident qu'il faut poser l'écologie, elle doit être posée comme une écologie de conflit de classe.
C'était l'objet de Il est où le bonheur. On n'est pas tous sur le même bateau. Dans Il est où le bonheur, je disais, il y en a qui sont dans les cales pendant qu'il y en a qui sont en train de danser sur le pont. Mais Bruno Latour, qui est pourtant pas connu comme étant un gauchiste, il fait pire dans son bouquin, puisqu'il dit au fond c'est le Titanic, et eux ils mettent l'orchestre et font danser sur le pont, pendant qu'en vérité eux ils sont sur le radeau pour se tirer. Donc il faut vraiment poser la question. Alors après, on peut avoir des chiffres sur qui émet des gaz à effet de serre, mais il ne faut pas poser l'écologie comme étant un truc neutre socialement. Non, il y a des enjeux de classe. Il y en a qui, concrètement, avec le réchauffement, vont avoir des climatiseurs et il y en a qui n'en auront pas. Oui, on a une question en haut. Ouais. Bonjour et merci d'être ici aujourd'hui. Juste une remarque avant ma question. Là. D'accord. Ici, je me lève. Sur qu'est-ce qui peut rassembler les quartiers populaires et la France périphérique. La solution, je crois qu'elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas très originale, et elle s'est avérée plutôt efficace par le passé, ça s'appelle la lutte des classes. Car au bout du bout, le plus grand point commun entre ces gens-là, c'est la classe sociale. Ensuite, vous avez parlé de protectionnisme. Vous avez parlé de protectionnisme, de réindustrialisation, de lutte contre les délocalisations et tout simplement de lutte contre la mondialisation. Tout ça, ça signifie contrôle des marchandises, contrôle des capitaux et donc contrôle des frontières. Avec ces sujets, bien évidemment, l'éléphant dans la pièce, qui est le contrôle de la circulation des personnes et donc l'immigration. J'aimerais donc avoir votre avis sur comment aborder ces sujets sans antagoniser les étrangers et sans immédiatement faire peur au reste de la gauche. Merci. Vous voulez répondre en premier peut-être Ouais. On en prend plusieurs en même temps. Moi, on peut en prendre 3. Ouais, alors, on prend. un homme, une femme, on essaye quoi. Ah bah ouais. On va prendre, on va essayer de prendre 3 questions. On voit pas du tout. Ouais. Bonjour, merci pour la conférence qui était très intéressante. Vous avez parlé de l'alternative sociale écologique et donc ma question c'était justement sur la question de comment arriver à cette majorité qui veut une alternative sociale écologique parce qu'en fait, vous n'avez pas parlé de l'abstention et je trouve qu'actuellement, il y a véritablement une grande partie de la population, ou au moins la jeunesse dans sa totalité presque, qui veut cette alternative, sauf qu'elle ne s'exprime pas et on ne l'entend pas parce qu'elle s'engage politiquement, mais peut-être dans des associations, dans des manifestations, mais elle ne va pas voter. Et donc, ma question, c'était justement, est-ce qu'on fait la bataille des idées, c'est sûr, on va chercher ces gens-là, mais une fois les élections arrivent, ces gens ne se mobilisent pas. Donc, comment faire pour qu'ils aillent voter? Est-ce qu'on doit, je ne sais pas, penser à des modalités du vote obligatoire, parler de plus d'éducation civique, démocratique? Je pense que c'est une question qu'il faut poser et répondre. Merci. Et une dernière question. Oui, moi j'avais une question un petit peu provocante à Madame Mouffe par rapport à son concept en fait de populisme de gauche, parce que du coup j'ai cru comprendre que vous aviez une définition du peuple qui n'était pas l'ensemble des citoyens en fait, puisque vous dites populisme de gauche, donc il y a un populisme de droite, un peuple de gauche et un peuple de droite. Et puis ensuite vous vous posez la question comment on fait pour convaincre les gens qui votent à droite de nous rejoindre. Et vous vous dites comment on fait pour que les gilets jaunes puissent nous rejoindre, voter pour nous. Mais les gilets jaunes, il faut quand même rappeler que s'ils ont réussi à être très diversifiés et à débattre entre eux, c'est parce qu'ils ont baissé leurs étendards. Et donc je vous pose la question, est-ce que c'est pas une bonne stratégie finalement de baisser les étendards pour convaincre sur le fond en fait? Vous voulez peut-être répondre à la première question, François Ruffin? Je vais faire un paquet. Bon, il est évident que je suis favorable à ce que les choses se fassent sur une base de classe et qu'il y a des tas de questions qui peuvent réunir quartier populaire et campagne populaire.
Parce que, notamment, par exemple, quand ça repose à l'autre biais, qui est la question du choc subi par l'industrie, je veux dire, ceux qui ont le plus subi par le choc industriel, ça a été les enfants d'immigrés. Dans les usines de mon coin et d'ailleurs. Donc maintenant, il faut voir que les questions de vocabulaire sont des questions politiques. C'est-à-dire que avec quel mot on avance vers les gens. Si vous allez avancer avec le mot classe, aujourd'hui, c'est mort. Et si vous mettez lutte des classes ensemble, même si c'est ce que vous voulez faire, mais si vous le dites comme ça, vous êtes cuit, quoi. Les gens, voilà. Alors on peut dire que c'est Warren Buffett qui disait, quand il était première fortune mondiale, la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Voilà. Maintenant, c'est comment on refait, en effet, enfin, du haut, du bas, du petit, du gros, du salarié, de l'actionnaire, sans forcément en repasser par les expressions marxistes qui ont eu leur utilité, qui peuvent nous aider à penser, mais qui aujourd'hui ne sont pas les meilleurs outils pour aller vers les gens. Et de la même manière, le populisme, quelque part, il faut le faire sans le dire. Parce que c'est pas en avançant sur les plateaux médias et vers les gens en disant je fais du populisme, bon, ça a plutôt tendance à faire fuir. Déjà, tout mot en isme, en vérité, est à bannir. Quasiment. Hein. Voilà, le néolibéralisme, tout ce qui est... Moi, je me suis appliqué à faire un journal où il était interdit de dire libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme, ainsi de suite, parce que les gens décrochent de ces expressions. Donc, c'est des questions de vocabulaire, mais ce sont des questions, ce qui n'empêche pas de savoir entre nous ici qu'en effet, on parle de classes qui ne doivent pas effacer d'autres identités. Hein, on est sur du cumul d'identités. Bon. Ensuite, sur le protectionnisme et l'immigration. Keynes disait, en gros, que tout ce qui peut être produit à proximité, nationalement, le soit, ça me paraît du bon sens. Mais les idées, la culture, que tout ça reste international. Et donc, il est évident qu'il y a la possibilité de dissociation. En fait, il y a eu tout un combat. Ça, je vous renvoie à mon bouquin, moi aussi, Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. Il y a eu tout un combat des libre-échangistes pour faire d'un choix économique une valeur morale. Et à partir du moment où le libre-échange est devenu une valeur morale, c'est devenu un choix économique qui n'était plus, qu'on ne pouvait plus combattre. Parce que c'était être hostile à l'autre, aux étrangers, et ainsi de suite. Et donc, ils ont réussi à opérer cette jonction entre un choix économique et une valeur morale qui n'avait pas existé jusqu'aux années 90. En disant, voilà, finalement, si vous voulez refaire la guerre de 14-18, et ainsi de suite. Bon, je vous renvoie à mon bouquin, mais là, il y a tout à fait la possibilité d'une dissociation. Sur l'abstention, évidemment, je suis favorable au vote obligatoire. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément évident, mais oui, je suis plutôt favorable au vote obligatoire. Mais il faut voir qu'on est dans un truc du serpent qui se mord la queue, parce que pour instaurer le vote obligatoire, il faut déjà avoir le pouvoir. Parce qu'eux ne le feront pas. Parce qu'ils savent tout l'intérêt qu'ils ont à ne pas le faire. C'est-à-dire que les plus protestataires, sans doute, à savoir les jeunes et le populaire, s'auto-exilent des moments où se décide à qui va aller le pouvoir. Ça les arrange. Je repars toujours de cette phrase de Samuel Huntington, qui plus tard sera l'auteur du choc des civilisations, mais qui en 1975 rend un rapport à la commission trilatérale qui réunit les élites américaines, japonaises et européennes, qui s'appelle Crisis of Democracy, donc crise de démocratie, mais en fait c'est un peu comme une crise de foi, pour lui il y en a trop. Et il dit voilà, on est dans l'après-68, hein, comment vous voulez, alors que les gens ils prennent la démocratie au sérieux, ils s'organisent, ils protestent, ils manifestent, ils votent, comment vous voulez, dans ce contexte, que les gouvernants gouvernent tranquillement? Comment vous voulez que les dirigeants dirigent tranquillement? Non. La démocratie, soyons sérieux, ça fonctionne bien quand les pauvres, quand les femmes, quand les noirs sont exclus de cette démocratie-là. Et donc, il s'est écrit tel quel, là je paraphrase, mais la conclusion est écrite telle quelle, il nous dit « Il nous faut instaurer de l'apathie politique ». Il nous faut instaurer de l'apathie politique. Ben, évidemment, nous, je le disais en 2017, lors de ma première campagne, mon adversaire, c'est toujours la finance, mais c'est surtout l'indifférence.
Et on a là un combat au porte-à-porte. Mon adversaire, c'est sûrement pas la candidate du Rassemblement national que personne ne connaît. C'est Marine Le Pen, c'est vrai, mais c'est surtout, les uns après les autres, c'est l'indifférence. C'est la résignation. C'est l'abattement. C'est ça, notre véritable adversaire, il est là. Alors là, les outils pour faire face à ça, je pense que le Parti communiste a été sans doute la force politique qui, dans le pays, a tenté le plus de choses. Je veux dire, il y a des concours de pêche dans mon coin organisés par le Parti communiste. Mais les gens, ils n'étaient pas communistes quand ils venaient pêcher. Mais c'était un lieu de sociabilité. Tournoi de belote, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que je tente des choses de cette nature dans le cadre des campagnes que j'instaure pas pendant 5 ans, mais enfin voilà, c'est les kermesses populaires, c'est du rattachement à des moments de joie commune. Parce que la joie, c'est la possibilité d'une fusion au-delà des frontières qu'on a les uns entre les autres. On voit bien lors des grandes fêtes et ainsi de suite, ce sont des moments où on se pose moins les questions de classe, moins les questions de race, moins les questions de sexe. Enfin voilà, on peut être ensemble parce qu'il y a de la joie partagée. Donc c'est comment on crée des lieux de sociabilité dans la durée, comment on crée, à mon avis, des moments de joie partagée qui, quand même, sont avec une connotation quand même un petit peu politique, quoi. D'accord. Sur la question du populisme, évidemment, je suis tout à fait d'accord qu'on ne doit pas des voix populistes. J'ai insisté, le populisme de gauche, c'est une stratégie politique. Ce n'est pas une identité. C'est-à-dire, on peut dire, bon, ça c'est... Par exemple, il y a des mouvements, si vous voulez, dans le cas de la Grande-Bretagne, par exemple, la campagne des élections de Jeremy Corbyn en 2017, elle a suivi une stratégie politique qui était clairement populiste. Justement, il faisait pour the many, not the few. Ils établissaient une frontière. Mais évidemment, il ne s'agit pas d'aller de dire nous on est des populistes. C'est pas ça. C'est une stratégie. Donc c'est un concept analytique. On va analyser une stratégie politique. On va dire oui, donc ils suivent une stratégie populiste. Mais enfin, ce n'est pas une question d'aller se déclarer populiste. Je veux dire, là, je suis tout à fait d'accord, évidemment. Bon, alors une question sur on m'a dit le peuple, alors le peuple. Écoutez, moi, j'ai indiqué que le populisme s'inscrit nécessairement dans une conception que j'appelle dissociative du politique. Dans la société, la société est divisée. Il y a des antagonismes. Il y a toujours, on peut voir, si on réfléchit à l'origine du mot grec démos kratos, il y a par exemple, Nicole Laureau a fait des analyses très fines là-dessus, c'est une spécialiste de philosophie grecque. Elle dit démos kratos, ça veut dire que le démos, le peuple, a le dessus. Mais si on accepte que la société est divisée, ça veut dire qu'au fond, il n'y aura jamais la réalisation complète, parce qu'il y aura toujours une partie. La démocratie, il faut le voir, c'est tout de même une partie du peuple qui a le dessus, du démos, qui a le dessus sur l'autre. Et c'est pourquoi moi je conçois la démocratie comme une lutte agonistique, nécessairement. Mais il est important pour ça qu'il y ait des enjeux, qu'on reconnaisse le conflit. Et que l'objectif de la démocratie, ce n'est pas d'établir un consensus rationnel entre tout le monde, parce que ça, c'est pas possible. Je veux dire, il y a des antagonismes. Donc, il faut reconnaître que, pour moi, c'est absolument fondamental. La société est divisée. Et alors, en ce qui concerne la question de la lutte des classes, moi, je dirais que aujourd'hui, le populisme de gauche, c'est la nouvelle grammaire de la lutte des classes. C'est-à-dire, on ne parle plus de lutte des classes, mais finalement, c'est l'idée, parce que pour moi, la question de classe a à voir avec l'existence de l'antagonisme. Il y a des antagonismes, il y aura toujours des antagonismes. Et la lutte des classes, c'est justement une lutte entre des antagonismes. Mais alors c'est là peut-être qu'avec François, on a une différence, je ne sais pas. Il y a des multiplicités d'antagonismes dans la société.
il y a des antagonismes qui sont liés à la capital travail, au rapport plutôt, digamos, socio-économique, mais aussi, par exemple, des antagonismes qui ont à voir avec, bon, il y a d'autres formes de domination que la domination capitaliste. Bon, le féminisme, l'antiracisme ont à voir avec d'autres formes de domination. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est l'articulation des luttes plutôt de nature sociopolitique, qu'on peut appeler ça justement des luttes de classe, mais il y a aussi d'autres luttes qui sont vraiment importantes. Et ma façon de concevoir le populisme de gauche, c'est justement de dire il faut articuler toutes ces luttes. Et par exemple, ici, bon, Ernesto Laclau a eu une fois, c'était une expression très malheureuse à mon avis. D'ailleurs, il y a eu des gens dans le monde diplôme qui l'ont terriblement critiqué pour ça, parce qu'il a dit un jour la lutte de classe n'existe pas. Bon, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que la lutte des classes telle qu'elle est présentée, conçue par Marx, elle n'existe pas. Je veux dire, parce que, bon, la lutte des classes qui va nécessairement conduire au socialisme, mais ça, il ne voulait pas dire du tout qu'il n'y a pas des luttes de classe. Ce n'est pas du tout la même chose, dire une espèce de lutte de classe comme ça qui est le moteur de l'histoire. Non, mais il y a des luttes de classe, évidemment. Ça, c'est important, mais ce sont toujours des luttes qui sont spécifiques, construites d'une certaine façon. Et il y a aussi d'autres formes d'antagonisme dans la société que l'antagonisme qui est justement lié au rapport socio-économique. Et moi, il est très important de tenir compte de ça. Par exemple, par rapport à la question de l'écologie, bon, j'ai lu pas mal de choses récemment là-dessus, justement pour le bouquin que j'écrivais, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est intéressant de voir, il y a deux écoles principales, il y a toute une série de gens qui disent le problème fondamental, unique pratiquement, tout ça c'est la question du capitalisme. Et que, bon, il suffit de mettre en question le capitalisme. Il faut mettre en question le capitalisme et ça suffit. Je veux dire, bon, d'un autre côté, il y a une autre forme d'écologie qui, au contraire, disons, qui sont plus centrées sur la question de l'anthropocène. Mais alors là, on ne parle jamais de capitalisme. Je veux dire. Moi, je crois qu'il faut articuler les deux parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment proposer un projet d'une société qui fait face aux défis climatiques uniquement avec les outils du marxisme. Je crois qu'ils sont très importants, mais ce n'est pas uniquement. Il faut aussi tenir compte de toute une série d'analyses qui ont été faites par ceux qui s'inscrivent plutôt dans la perspective de l'anthropocène, qui ont des choses importantes à dire là-dessus aussi. Je crois que c'est pourquoi... Moi, je crois que si bien, alors ça c'est une question qu'on allait nous poser, mais qu'on n'a plus le temps maintenant, c'est que moi, je me définis comme étant post-marxiste. C'est-à-dire, pas du tout quelqu'un qui rejette le marxisme, mais quelqu'un qui s'inscrit dans la perspective marxiste, mais qui considère qu'il faut la développer. Pour moi, Marx, c'est pas le Coran. C'est pas une vérité révélée qu'on a dit, bon, Marx, je trouve ça assez étonnant de voir maintenant toute une série de gens. Non, mais la lutte écologique, Marx le posait déjà, la lutte raciste. C'est comme si une lutte, si elle n'est pas d'une certaine façon légitimée parce que Marx en parle, elle ne vaut pas la peine. Je veux dire, c'est pas, non, il faut être un peu plus laïque par rapport à ces choses-là, honnêtement. Je veux dire, bon. Et c'est pourquoi il me semble qu'il est vraiment important. Bon, si vous voulez, mon marxisme, c'est Gramsci. Mon point de référence fondamental, c'est Gramsci. Mais ah oui, bien sûr, je sais bien. C'est Gramsci, mais c'est vrai que je développe à partir de Gramsci. Écoutez, bon, je reconnais que c'est un Gramsci qui est hétérodoxe. D'ailleurs, on le reconnaît dans Hégémonie sociale et stratégie, on dit qu'il faut prolonger la pensée de Gramsci. Mais pour moi, justement, c'est un point de référence absolument fondamental. Mais je crois qu'il y a d'autres auteurs qui sont très importants aussi. Weber, Wittgenstein, Freud, pour moi, ce sont aussi des éléments très importants pour penser la politique aujourd'hui et penser à un projet émancipateur. Donc, alors, c'est pourquoi je vous dis, au fond,
Je ne rejette pas du tout le fait qu'il y ait des antagonismes. On peut appeler ça, si on veut, lutte des classes. Moi, je ne suis pas contre, finalement, mais à condition d'accepter que ça inclut toute une série d'autres demandes qui ont à voir avec d'autres formes de domination. Et c'est pourquoi je dirais, bon, il faut une nouvelle grammaire de la lutte des classes pour pouvoir justement introduire toutes ces autres formes. Il ne s'agit pas de rejeter la lutte des classes, mais de dire, bon, oui, mais il y a d'autres formes d'antagonisme, de domination dans la société. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose brièvement, on va peut-être s'arrêter là. Vous avez... Prenez le micro. Moi, je redis pourquoi je suis venu. Pour qu'il y ait un diagnostic qui soit posé aujourd'hui sur où sont ceux qui nous manquent et où sont ceux qui sont partis. Et est-ce qu'on se fixe comme priorité dans les années à venir d'aller les rechercher ou bien est-ce qu'on les abandonne? Et si le choix de l'abandon est fait, j'aimerais autant qu'il soit énoncé. Voilà, en gros, ce que je viens vous dire. Et si jamais, je pense qu'il y a des intellectuels dans la salle, et je dis, on a besoin d'intellectuels, on a besoin de géographes, on a besoin de sociologues, on a besoin de politistes pour poser le diagnostic le plus juste sur la situation politique du pays aujourd'hui, pour s'orienter de la manière la plus juste sur le discours à tenir et sur les modalités d'action pour ce qui est, pour moi, en effet, une priorité pour le moment à venir, d'ajouter, mais rien n'est jamais acquis, hein, je vous l'ai dit, et je vous le refais, mais bon, voilà, c'est pas acquis, la jeunesse écolo, c'est pas acquis, les quartiers populaires, c'est pas acquis, même si ça a été obtenu brillamment par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, mais pour garder ça et y ajouter les France périphériques, les France des bourgs, les France des gilets jaunes, quoi. Donc on a besoin le pays a besoin de vous, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Et si vous souhaitez discuter avec l'équipe du Vent se lève, vous pouvez le faire dans le hall. On va se retrouver juste après. Et merci pour toute cette journée.